proposition de la séminaire. Et je veux aussi remercier la quinzaine franco-allemande en Occitanie de l'avoir hébergé et organisé. Greg de Tellerman, moi je suis directeur d'un think tank qui s'appelle Zenon Research, où on s'intéresse au futur à long terme de l'humanité. Alors ça fait un petit peu prétentieux, mais on s'intéresse un peu au moteur de croissance de l'économie et comment elle pourrait évoluer dans le futur. Et on s'est intéressé au spatial justement parce que c'est souvent mentionné comme un ressort de croissance pour l'économie terrestre. Et le but de cette table ronde ou de cette discussion, c'est justement de faire un petit peu un panorama du spatial à l'heure actuelle qui est en grande mutation. Il y a des gens bien plus qualifiés pour le décrire, mais qui en même temps fait face à un peu d'opposition dans le domaine public, puisqu'on a une époque où il faut absolument se préoccuper du changement climatique. Et donc, il y a une sorte de tension entre la volonté spatiale, que ce soit pour la recherche, pour l'économie, mais aussi pour l'exploration, et le fait de s'occuper des problèmes terrestres. Et donc, on va essayer de faire un petit tour un petit tour d'horizon du domaine, de voir un peu quelles sont les évolutions et surtout comment le modèle économique du spatial est en train d'évoluer et quelles sont les voies d'évolution possibles. On a la chance d'avoir un panel de gens extrêmement qualifiés pour parler de ça. Et on va commencer justement par Stéphane Israël qui va nous faire un panorama du spatial et de son ancrage à l'heure actuelle. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, donc peut-être quelques mots d'introduction pour souligner quelques tendances importantes du secteur. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que l'espace répond plus que jamais aux grands défis du XXIe siècle. Les grands défis du XXIe siècle, c'est la sécurité, c'est la connectivité, c'est le climat, et c'est ce que j'appelle la part de rêve qui est en chacun d'entre nous. Et quand vous voyez chacun de ces grands défis, il se trouve qu'il y a une évolution des solutions spatiales qui fait que les satellites sont très bien placés pour apporter de nouvelles réponses à ces questions. Et s'agissant de la part de rêve, c'est l'engouement nouveau pour le vol habité ou le renouveau de l'engouement pour le vol habité. Je crois que chacun le voit avec les missions de Thomas Pesquet. Donc ça, c'est la première chose, c'est que par rapport à un certain nombre de défis dans lesquels nous entrons, les solutions spatiales apportent des réponses sans doute plus importantes, plus pertinentes qu'auparavant. La deuxième chose, c'est que l'espace est marqué par l'arrivée de nouveaux acteurs. Et c'est une tendance qui a émergé depuis quelques années, qui devient extrêmement lourde. On pense tout de suite à des acteurs américains, évidemment, comme à SpaceX. Et évidemment, pour notre secteur, c'est une évolution très forte. Ce sont des acteurs qui viennent du monde du digital. Ce sont des acteurs qui peuvent, quand ils sont américains, s'appuyer sur la puissance de feu de la commande publique américaine et qui, en même temps, ont accès aux capitaux privés de la Silicon Valley. Et s'agissant de ces nouveaux acteurs, de cette nouvelle forme de concurrence, pour Ariane, c'est quand même quelque chose de très nouveau parce que dans le passé, Ariane n'avait pas réellement de concurrence américaine. Les lanceurs américains étaient, je dirais, étaient concentrés sur leur marché et maintenant ils ont de nouvelles ambitions à l'export. Et donc, vous avez tous vu ces lancements de Falcon 9, ces fusées réutilisables. Ça suscite peut-être un intérêt renouvelé pour l'espace. Mais ces nouveaux acteurs, ce sont aussi des acteurs qui font des nouveaux projets de satellites, pas simplement de fusées. Et là, on est bien placé aujourd'hui pour le dire, ici à Montpellier, vous avez deux types de ce que j'appellerais les nouveaux projets. Vous avez des grands projets qui sont même des projets gigantesques qui vont demander plusieurs milliards. Et ça, c'est tous les projets de constellation en orbite basse. C'est-à-dire que ça va être des dizaines, des centaines ou des milliers de satellites de 100 à 500 ou 800 kilos qui vont être envoyés à 500 ou à 800 km de la Terre. Ces projets sont dédiés à la connectivité. Ils sont animés par des entreprises qui peuvent être comme Amazon, qui a un projet de 3000 satellites, ce qui a longtemps été une start-up et qui est devenu maintenant une entreprise qui appartient à la fois au gouvernement britannique, à l'Inde, à Eutelsat comme OneWeb, et nous lançons la constellation OneWeb. Il y a aussi le projet de SpaceX qui s'appelle Starlink. Donc, l'apparition de ces constellations de milliers de satellites en orbite basse. Et puis, et on est ici à Montpellier dans un endroit emblématique, tout un nouveau écosystème, ce qu'on appelle des smallsat, microsat, nanosat, où là, ce sont des projets beaucoup plus ponctuels, parfois universitaires, parfois faits par des startups. C'est une échelle qui n'a rien à voir, hein, puisque ces projets sont beaucoup plus limités.
et ils vont chercher à profiter de solutions de lancement partagées. On le fait par exemple aujourd'hui avec notre fusée Vega. On a fait un vol entier de Vega il y a quelques mois qui était dédié à 53 projets comme ça très ponctuels. Mais c'est un nouvel écosystème. Ça amène vers l'espace des structures qui n'y seraient pas sinon. Et je pense qu'on peut dire que ça dynamise fortement notre écosystème spatial. Et donc, je viens de visiter le laboratoire spatial de Montpellier, où il y a comme ça ces projets de CubeSat. Et l'un d'entre eux a d'ailleurs été envoyé par le vol inaugural de Vega en 2012. Et ce que me disaient les animateurs du laboratoire, l'année prochaine, on pourra envoyer un de ces satellites. Alors, voilà un peu pour le panorama. Donc, qu'est-ce que peut faire l'Europe dans ce contexte? L'Europe et le couple franco-allemand, j'y reviendrai, peut faire plusieurs choses. D'abord, face à cette nouvelle concurrence des États-Unis, c'est très important d'assurer ce qu'on appelle en anglais un level playing field, c'est-à-dire se battre à armes égales ou à armes plus égales. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin d'États européens qui s'engagent derrière les projets, qui ont des grands projets spatiaux. On a besoin en Europe d'avoir des projets spatiaux ambitieux et puis qui aussi consolident la demande autour de nos fusées. Les fusées, c'est fondamentalement des partenariats publics-privés. Ce sont des projets très ambitieux qui ont besoin d'avoir des clients publics engagés. Et donc, la première chose que doit faire l'Europe, c'est d'avoir une politique spatiale ambitieuse et de s'engager derrière ces fusées. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en août de cette année, l'Europe a décidé de s'engager très fortement derrière ces deux nouvelles fusées, Ariane 6, successeur d'Ariane 5, et Vega C, à travers des financements supplémentaires. Ça va aussi nous permettre d'être plus concurrents à l'export. La deuxième chose, c'est, s'agissant de l'actualité d'Ariane Espace, nous allons introduire deux nouvelles fusées, Ariane 6 et Vega C. Ces fusées, par rapport aux fusées existantes, notamment Ariane 5, sont plus versatiles, elles sont plus souples. Ariane 6, il y a une version avec 4 boosters solides, une autre avec 2 boosters solides. Vega pour faire beaucoup de lancements partagés. Et donc, c'est notre responsabilité, Ariane Espace, avec nos maisons mères industrielles, de réussir l'introduction de ces fusées sur le marché, que j'appelle des lanceurs couteaux suisses, parce qu'ils vont pouvoir faire tout type de missions et beaucoup plus de missions à certains égards que ce que peuvent faire nos lanceurs actuels. La troisième idée, c'est justement de rester unis pour l'Europe. Il est important dans ce contexte de compétition accrue que les Européens serrent les rangs. Rien ne serait pire que chacun veuille suivre sa voie nationale et que finalement on ait des logiques de surcompétition interne et pas de projet commun. Ariane, c'est depuis le début un grand projet européen. Ariane 5, c'est 12 États, Ariane 6, ça sera 13 États, dans un contexte où les développements sont coalisés par l'Agence spatiale européenne, et on a besoin de garder cette unité. Alors, garder cette unité, ça ne veut pas dire que les acteurs nationaux ne peuvent pas avoir des projets nationaux. Et on sent qu'il y a une appétence nouvelle pour ces projets nationaux. Il y a de plus en plus de petites fusées qui apparaissent ici ou là. C'est un fait, il faut le reconnaître. Mais on doit éviter que ces projets ne viennent remettre en cause le besoin que nous avons de cohésion. Et on doit inventer, à certains égards, un modèle un peu nouveau où on préserve des grands projets unificateurs et où on sait gérer de façon plus ponctuelle des formes de ce que j'appelle compétition par les projets, mais en gardant une volonté d'avoir des grands projets unificateurs comme le sont Ariane et Vega. Et là, comme ailleurs, il faut donc éviter que l'Europe ne soit trop travaillée par des sortes de volonté de repli national. On a besoin, le spatial est vraiment un domaine qui réclame la coopération. Les budgets européens, tout confondus, sont 4 fois moins importants que le budget américain. Donc vous voyez bien que si on n'est pas capable de coaliser nos moyens, on aura beaucoup de mal à tenir. Ensuite, le dernier point que je voulais souligner, c'est justement de bien comprendre cette nouvelle économie du spatial et vraiment de bien comprendre qu'on a autour du spatial aujourd'hui des acteurs de dimensions qui sont très hétérogènes. Le spatial, ça a longtemps été d'un côté les agences et puis de l'autre ce qu'on appelait les opérateurs de télécommunications spatiales par satellite. Il y a le français Eutelsat, le luxembourgeois SES, l'américain Intelsat, on pourrait multiplier les exemples. Et il y a eu finalement, pendant plusieurs décennies,
un paysage assez stabilisé où il y avait d'un côté les agences et de l'autre les opérateurs de télécom. Et puis, depuis quelques années, ce paysage a été complètement bouleversé. Vous avez de nouveaux acteurs de la Silicon Valley, des GAFA, qui rentrent dans le spatial. J'ai cité le projet d'Amazon. Et puis, vous avez tout cet écosystème de start-up qui fait des projets plus limités. Et on va avoir besoin des deux pour avoir un new space ambitieux, diversifié, qui ne soit pas que l'expression de certains géants américains, mais qui soit l'expression de projets plus vastes. Et moi, je crois vraiment beaucoup à ce que vous faites ici à Montpellier, parce que c'est souvent comme ça, de labos, de projets en apparence plus limités au début, que vont naître des projets plus ambitieux. Et ça me paraît vraiment, vraiment très, très important. Pour finir, peut-être deux autres idées. Dans ce contexte, on a un enjeu en orbite basse de gestion des débris. Il va falloir faire attention à ce que l'orbite basse ne soit pas une sorte de Far West. Il faut que l'orbite basse, où il va y avoir de plus en plus de satellites, fasse l'objet d'une vraie coopération internationale pour éviter la multiplication des débris, pour avoir une orbite basse et un espace durable. Et là, l'Europe a une vraie responsabilité à jouer parce qu'elle a peut-être plus de sensibilité immédiate que les Américains à ce genre de problématique. Et puis, on a besoin, là comme ailleurs, de ce qu'on appelle le couple franco-allemand. Le lanceur Ariane, c'est un lanceur dont la part majoritaire est française, mais dont la part allemande n'a cessé de croître ces dernières années. Ariane 5, c'était plutôt 17%, Ariane 6, c'est plutôt 23%. L'Allemagne est le deuxième État du programme Ariane. Elle a réaffirmé son engagement autour de ce programme récemment à l'occasion donc de cet accord du mois d'août que j'évoquais de l'Agence spatiale européenne. Et on a vraiment besoin que la France et l'Allemagne, qui peuvent avoir à certains moments des intérêts qui ne sont pas les mêmes, mais continuent d'affirmer ensemble un soutien à Ariane. Encore une fois, face à une compétition américaine de plus en plus forte, si chacun suit une voie qui ne serait que de son côté, on n'y arrivera pas. Donc là comme ailleurs, on a vraiment besoin du couple franco-allemand. Il y a eu cet accord de l'Agence spatiale européenne a été précédé d'un accord entre M. Le Maire et M. Altmaier. Ça a donné la dynamique ensuite plus multilatérale au sein de l'agence. Et c'était très, très important que les ministres fassent ce travail ensemble pour permettre cet accord. Spontanément, il y avait tout n'était pas aligné. Il y a eu plusieurs mois de dialogue et il y a eu une convergence entre les deux ministres qui a ouvert la voie à la réaffirmation d'un soutien européen à Ariane 6 et Vega C. Voilà ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas voulu être trop long pour un peu débattre après, mais un peu le panorama dans lequel nous évoluons et dans lequel Arianespace, grand consortium européen, va introduire donc l'année prochaine ces deux nouvelles fusées, Ariane 6 et Vega C, et va faire d'ici là de beaux lancements. On va lancer, ce qui arrive assez rarement, un projet très emblématique pour la NASA, le James Webb Télescope, le 18 décembre 2021. Donc à la fin de cette année, depuis le Centre spatial guyanais, c'est Ariane 5 qui va déployer l'un des projets spatiaux américains les plus ambitieux. Et je pense que vous en entendrez parler. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez mentionné plusieurs fois le couple franco-allemand et justement on va avoir une vision allemande de la question maintenant avec M. Klessen de la DLR, l'agence spatiale allemande. Est-ce que vous nous entendez? C'est à vous. So, hello. Pouvez-vous m'entendre et me voir? C'est bon? Alors, on vous entend et on devrait vous voir bientôt. Ok. Sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite un bon après-midi et de nombreuses salutations de l'Agence spatiale allemande de Bonn à la France, à Montpellier. Je suis très heureux d'être parmi vous et de vous présenter les objectifs et les visions des vols spatiaux allemands. Mais je voudrais maintenant continuer à vous parler en allemand. Merci. Ja, mein Name ist René Kleesen. Ich bin von der Deutschen Raumfahrtagentur. Ich versuche auch langsam für die Übersetzer zu sprechen, sodass das gut übersetzt werden kann. Ich möchte heute gerne 3 Themen ansprechen. Das ist die Bedeutung der Raumfahrt, die Ziele der deutschen Raumfahrtinvestitionen und unsere Vision. Erstens, die Bedeutung der Raumfahrt. Raumfahrt entwickelt sich zunehmend von einem fast
ausschließlich staatlichen Sektor zu einem von internationalem Wettbewerb getriebenen Markt. Wir nehmen Raumfahrt aber auch immer stärker als Wirtschaftsfaktor wahr. Einen überdurchschnittlich stark wachsenden dynamischen Markt, zum Beispiel durch kommerzielle, raumfahrtbasierte Dienstleistungen. Mit durchschnittlich 5,1% pro Jahr ist der Raumfahrtsektor zwischen 2014 und 2019 mehr als doppelt so stark gewachsen wie die Weltwirtschaft insgesamt. Die Zahl der sogenannten Downstream-Unternehmen, also der Bereich, in dem Satellitendaten verarbeitet und zu Produkten veredelt werden, hat sich in den vergangenen 7 Jahren in Deutschland verzehnfacht. Die Branche hat zudem einen großen Einfluss auf viele andere Wirtschaftsbereiche. Denn mehr denn je ist Raumfahrt heute relevant für unser Leben auf der Erde. Sie ist zu einem wichtigen Werkzeug für die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Politik geworden. Zum Beispiel für die gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge, beim Krisenmanagement und beim Klimaschutz. Raumfahrt kann wichtige Beiträge zur Lösung wesentlicher Herausforderungen liefern. Hier möchte ich einige Beispiele nennen. Das ist die Mobilitätswende, das ist der Klimawandel und der Umweltschutz, das ist die Kommunikation und die Digitalisierung, das ist die Energiegewinnung, aber auch die Ressourcennutzung und die globale Sicherheit und der Schutz kritischer Infrastruktur. Und deshalb investiert Deutschland derzeit so viel in die Raumfahrt wie nie zuvor. 2021 sind es allein zivil gesehen etwa 1,7 Milliarden Euro. Aber wofür investiert die Bundesregierung? In die Raumfahrt. Dazu möchte ich gleich auf 4 Bereiche und den Zielen, die wir daraus abgeleitet haben, eingehen. Das erste Ziel ist unsere Raumfahrtinvestition für die globale Wettbewerbsfähigkeit und das ökonomische Wachstum. Die Raumfahrt ist ein dynamisches Wachstumsfeld für die privatwirtschaftlichen Aktivitäten. Wir nennen das New Space, vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen, aber auch Startups in den Bereichen Kleinsatelliten, Mikrolauncher und Downstream-Aktivitäten. Raumfahrt, wir wollen mit unseren Investitionen den Raumfahrtsektor unterstützen in seinem Wandel hin zu einem tatsächlichen Markt. Die Stützung des freien Wettbewerbs hat hierbei für uns oberste Priorität. Raumfahrt ist auch eine Schlüsseltechnologie und wir sehen das als Wachstumsfaktor und Wettbewerbsvorteile an. Raumfahrt steigert die Innovations- und den Hochtechnologietransfer. Aber Raumfahrt ist auch ein Begriff für die moderne Kommunikation und Digitalisierung. Das zweite Ziel der deutschen Raumfahrtinvestition ist für öffentliche und gesellschaftliche Aufgaben. Hierbei sind 2 Bereiche zu nennen, die Digitalisierung und die Mobilität, weil Raumfahrt ist eine Grundlage für moderne Mobilität. Ein Beispiel wird das autonome Fahren sein, also das Zusammenführen der Erdbeobachtung, der Navigation und der Kommunikation, aber auch Investitionen in Breitband und 5G via Satellit. Eine weitere gesellschaftliche Aufgabe ist die ökologische Transformation, denn die Erdbeobachtung als Instrument dient als Instrument eines effizienten Umweltschutzes und eines effizienten Umweltmonitorings und kann als Beispiel auch als Smart Farming für eine ökologische Landwirtschaft eine große Rolle spielen. Das dritte Ziel unserer Raumfahrtinvestition ist für gesamtstaatliche Sicherheit und Souveränität.
Als erstes möchte ich da den unabhängigen Zugang zum All nennen. Hier ist es vor allen Dingen die Ariane 6 Entwicklung, die wir nächstes Jahr abschließen wollen, aber auch Weiterentwicklung und vor allem der Bereich der Mikrolauncher. Ein anderes Thema ist Galileo als europäisches Navigationssystem stützen. Die Erdbeobachtung für Krisenintervention und Katastrophenschutz. Aber auch die nachhaltige Nutzung des Weltraums, um Weltraummüll zu vermeiden. Und das Thema Space Traffic Management. Dazu kommen noch Weltraumlage und Weltraumwetter. Das vierte Ziel der deutschen Raumfahrtinvestitionen ist für globale Stabilität, europäische und internationale Kooperation. Wir unterscheiden da die Themen zum einen der europäischen Integration, die zwischenstaatliche Zusammenarbeit, aber auch die bilaterale Kooperation mit europäischen Staaten. Wir sehen die internationale Raumstation ISS als globales Friedens- und Forschungsprojekt, aber auch hier die Raumfahrt zur Durchführung aufwendiger Explorationsaktivität, sei es das Lunar Gateway, sei es Mond oder auch die Mars-Exploration, aber auch der Schutz der Erde vor Asteroiden. Nun komme ich zum dritten und letzten Teil. Welche Visionen haben wir daraus abgeleitet für die nächsten Jahre? Da möchte ich 5 zentrale Elemente nennen. Der erste wichtige Element ist der Wettbewerb. Der Wirtschaftsraum Space ist ein dynamischer Wachstumsmarkt. Vor allem in der Erdbeobachtung liegen die Wachstumsraten deutlich über dem Durchschnitt. In Deutschland wächst gerade eine agile Start-up-Szene heran. Zum Beispiel für Mikrolauncher und Kleinsatelliten, die wir unterstützen wollen und unterstützen werden. Denn im Wettbewerb liegt nach unserer Ansicht die Zukunft der Raumfahrt. Das zweite Thema ist Klimawandel. Satelliten spielen heute im Kampf gegen den Klimawandel eine ganz große Rolle. Mit Satelliten verstehen wir den Klimawandel besser. Wir können Treibhausgasquellen und Senken überwachen und das Pariser Klimaabkommen in seiner Umsetzung unterstützen, also präventiv Klimafolgen abmildern. Dritter Bereich sind die Megakonstellationen und die Europäische Konnektivitätsinitiative. Wir sind überzeugt, dass die Satellitenkommunikation einen wesentlichen Beitrag zur Konnektivität haben wird. Von daher unterstützen wir die EU-Konnektivitätsinitiative. Uns ist dabei besonders wichtig, dass sie am Bedarf ausgerichtet wird und sehen sie weniger als eine staatliche Infrastruktur wie Galileo oder Copernicus, sondern wir sehen dieses Konzept als ein modulares Konzept, das die Kräfte des freien Marktes nutzen soll. Wir wollen, dass Aufträge im fairen Wettbewerb vergeben werden und vor allen Dingen offen für kleine und mittlere Unternehmen und Startups sind. Dafür setzt sich die Bundesregierung bei der EU-Kommission und in Europa ein. Viertes Thema ist die internationale Raumstation. Wir sind der Ansicht, dass die ISS heute und auch in den nächsten Jahren ein einzigartiges Laboratorium im All ist. Wir betreiben dort Experimente, um das Leben auf der Erde zu verbessern, für technischen Fortschritt und Wirtschaftswachstum. Wir sollten die ISS deshalb mindestens bis 2030 weiterhin nutzen. Den fünften und letzten Bereich ist der Bereich der Trägerraketen. Als Antwort auch auf die Bemerkungen und auf den Vortrag von Herrn Israel, hallo Stefan, möchte ich kurz auch noch auf unsere Vorstellung zum Thema Trägerraketen eingehen. Das Wichtigste zuerst. Ariane 6 ist für uns die richtige Rakete für Europa. Sie hat ein breites Spektrum für institutionelle Nutzlasten,
die bislang von Ariane 5 und Sojus gemeinsam abgedeckt wurden. Deshalb steht die Bundesregierung auch zur Ariane 6 zur Entwicklung und zum Betrieb. Und wir müssen deshalb alle Kräfte auf den Erstflug in 2022 setzen. Wir haben jetzt im Sommer eine wichtige Entscheidung im ESA-Rat getroffen, um Ariane 6, aber auch der Vega Finanzierungs- und Planungssicherheit zu geben. Die Deckelung der öffentlichen Mittel ist uns wichtig, denn wir wollen keine Businessmodelle der Unternehmen mit öffentlichen Subventionen stützen. Und hier schließt sich jetzt auch ein Kreis, dass im europäischen Trägermarkt auch Privatunternehmen eine immer wichtigere Rolle spielen sollen. Die öffentliche Hand, also ESA, EU, EUMETSAT, die Nationalstaaten, sollten zukünftig immer stärker als Nachfrager von Startdienstleistungen auftreten, ohne den Trägerbereich und seine Technologien vorher festzulegen. Damit wird die ganze Innovationskraft der Industrie genutzt und der Anreiz erhöht, schlanke, effiziente Strukturen zu schaffen. Und genau in diesem Sinne fördert Deutschland schon heute die Entwicklung von Mikrolaunchern durch Start-up-Firmen. Zum Schluss meiner Rede möchte ich nochmal mich bedanken für die Einladung. Ich möchte nochmal die Wichtigkeit der deutsch-französischen Zusammenarbeit unterstreichen und hervorheben, weil Deutschland und Frankreich vor allen Dingen die Raumfahrt in Europa voranbringen mit ihren Investitionen und mit den klaren Zielen, die beide Länder haben. In dem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen und für die Aufmerksamkeit. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. On a un petit peu de temps d'échange avec les deux speakers précédents. Je vais me permettre de prendre la première question. Ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à me laisser des questions pour aller les relier. Une petite question peut-être pour M. Israël pour commencer. Vous avez mentionné plusieurs fois le positionnement d'Ariane par rapport à des compagnies américaines qui ont une communication un peu plus agressive peut-être. Comment vous voyez la situation, comme une concurrence pure et dure, ou est-ce que Ariane n'a aucun intérêt à aller sur le même terrain? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre vision de l'évolution de cette partie-là? Oui, nous sommes effectivement en concurrence avec certains lanceurs américains, singulièrement avec SpaceX, mais les modèles ne sont pas les mêmes. Je vais vous donner deux exemples de différence. S'agissant de SpaceX, par exemple, il y a du vol habité. Et le vol habité, ça représente pour SpaceX plusieurs milliards de dollars. Ça représente aussi, de la part de l'État américain, une commande à la fois d'une fusée et d'une capsule. Nous ne faisons pas de capsule, nous faisons des fusées. Donc, de ce point de vue-là, nous ne nous situons pas sur le même terrain, puisque nous envoyons des satellites dans l'espace et pas, ou pas encore, ça verra peut-être un jour, des hommes. Un deuxième exemple qui est justement celui des constellations à l'envie de passe. SpaceX, et ça n'est pas assez connu, ce n'est pas simplement une fusée, celle que vous voyez revenir sur le sol. C'est une verticalisation de la chaîne de valeur. Cet acteur fait des fusées, construit des satellites, les lance et les opère. Et aujourd'hui, la moitié des satellites au-dessus de vos têtes appartiennent à un homme, Elon Musk. Nous n'avons pas de propres projets satellitaires. Nous lançons des satellites de nos clients. Et par exemple, la constellation OneWeb, qui est une grande constellation qui au total fera à peu près 600 satellites, nous avons 19 lancements à faire pour OneWeb et nous en avons déjà réalisé à peu près la moitié. Mais nous ne faisons ni de vol habité, ni de verticalisation. Alors après, là où on va être en concurrence, c'est par exemple les satellites de télécom, où on est sur une concurrence frontale. Et là encore, ce qui est très intéressant, c'est que la logique de l'État américain, c'est de payer au prix fort des missions institutionnelles très nombreuses, ce qui permet à des sociétés privées comme SpaceX de vendre au prix bas sur le marché international. Et les chiffres que je cite sont tout à fait publics. Le gouvernement américain, quand il achète une fusée à M. Musk, va payer entre 100 et 130 millions à peu près.
Et quand le même monsieur Musk va faire traverser sa fusée pour l'exporter, il va la vendre plutôt 2 fois moins cher quand c'est pas moins. Bon, et disant cela, je ne critique pas parce qu'en réalité, j'appelle les Européens à faire exactement la même chose. Et ce que disait notre collègue du BLR, c'est que cet été, les Européens ont pris une décision de dire qu'ils allaient réserver des achats institutionnels à Ariane et à sa petite sœur Vega et maintenir les capacités industrielles de la chaîne Ariane et de la chaîne Vega pour nous permettre d'exporter de façon compétitive. Nous ne sommes pas un secteur régi par l'OMC, nous sommes un secteur où il y a une imbrication de financement public et privé. Et nous sommes fondamentalement l'expression d'un partenariat public-privé. Les États-Unis ont construit ce partenariat public-privé avec une énorme commande publique et quelques fusées. Eh bien, nous l'avons construit un peu autrement. La commande publique est beaucoup moins importante. En revanche, le développement de la fusée est payé par les États, mais il est payé par les États selon la loi de ce qu'on appelle le retour géographique. C'est-à-dire que quand un État met 1 euro, il attend que la technologie soit dans son territoire. Et donc, nous sommes, de ce point de vue-là, un projet de consolidation européenne. Ariane 5, c'est 12 États, Ariane 6, c'est 13 États. Donc, pour vous dire les choses, oui, nous sommes en concurrence. Et c'est pour ça que nous avons besoin, pour nous battre à armes plus égales dans cette concurrence, d'une consolidation des financements européens et à charge après pour nous d'être les plus agiles possibles. Mais s'il n'y a pas de volonté publique européenne, ça ne fonctionnera pas. Et donc la bonne nouvelle, c'est que l'Europe a réaffirmé récemment cette volonté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, peut-être? Même d'autres intervenants? Non. Peut-être pour continuer sur cette discussion, comment vous voyez, je vais peut-être poser la question à M. Claesson, si la traduction fonctionne, comment vous voyez l'émergence d'un milieu privé ou d'un domaine de start-up dans le domaine du spatial? Est-ce que l'Europe fournit suffisamment de clés ou d'aide à ces start-up pour émerger par rapport à des pays qui sont plus libéraux sur certains aspects? Sorry, I have no translation. I heard nothing. Pardon, mais... I can try that. I was asking, how do you see the private business in the space industry in Europe compared to the one in the US, for example? Is Europe giving enough tools for private companies, small startups to actually emerge and get into the market? Or is it still more conservative in Europe? Ja, ich antworte auf Deutsch. Ja, geht es? Wird übersetzt? Ja. Also ich denke mal, die Amerikaner haben bei der Kommerzialisierung der Raumfahrt einen großen Vorsprung. Die haben einen Vorsprung in vielen Bereichen, ob das Weltraumtourismus ist, ob das Kleinsatelliten sind, ob das der Launcher-Bereich ist. Und wir müssen in Europa alle Kräfte bündeln, die wir haben, um, sagen wir, den kommerziellen Markt. Und wir sehen eben, dass sich in Deutschland, aber auch in anderen Ländern viele kleine Unternehmen, aber auch neue Start-ups gründen, die wir über verschiedene Finanzierungsquellen, einmal über das ESA-Programm, da gibt es ein ESA Business Incubator, wo kleine Firmen unterstützt werden. Es gibt auch über die EU Risikokapital, das Cassini-Programm. Also wir haben verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten in Europa und die müssen wir nutzen, um eben den Markt für neue, kleinere Firmen zur Verfügung zu stellen, um dann einfach den Wettbewerb aufzunehmen unter anderem gegen Amerika. Aber im Augenblick hat Europa viel aufzuholen, weil Amerika hier einen Vorsprung hat. Merci beaucoup. J'essaie de retrouver la question qu'on avait en ligne. Je pense que c'est une question pour vous, Monsieur Israël, qui est comment Ariane Espace voit-elle le futur du métier de broker, commerciaux, optimisation de lanceurs de satellites? Et donc, effectivement, j'ai évoqué, il y a plusieurs types de projets. Il y a les projets traditionnels, les grands opérateurs de satellites ou les agences. Elles n'ont pas besoin de brokers. Elles cherchent à lancer
un grand satellite scientifique, un grand satellite de télécom, elles s'adressent directement à nous. Il y a un nouveau type de projet, c'est les constellations en orbite basse. Pareil, ils n'ont pas besoin de broker. Quand OneWeb veut lancer 600 satellites, il n'a pas besoin d'un intermédiaire entre nous et Arianespace. En revanche, les projets comme ceux qui sont développés aujourd'hui par l'Université de Montpellier ou d'autres peuvent faire l'objet d'une première consolidation ou agglomération par des brokers. Il y en a un, par exemple, aux États-Unis qui s'appelle SpaceFlight et qui va, d'une certaine manière, faire l'intermédiaire entre nous et une myriade de petits projets, qui va pouvoir consacrer l'énergie à consolider ces projets d'un point de vue de lancement, qui va dire bah, moi, je vous apporte 20 satellites d'un coup qui vont faire quelques kilos. Et vous voyez bien que pour remplir une fusée, il va en falloir beaucoup. Et je pense qu'il y a place pour ces acteurs. De même qu'entre les satellites et la fusée, il va y avoir des objets comme ce qu'on appelle des dispenseurs motorisés qui vont un peu permettre au satellite d'aller plus vite, aller vers son orbite définitive. Et là aussi, c'est un nouveau type d'acteur. Donc, avec ces petits satellites, il y a toute une nouvelle économie spatiale qui émerge, où il y a de nouveaux acteurs, soit des brokers, soit des équipements intermédiaires à bord de la fusée et qui vont pousser le satellite un peu plus vite. Et je pense que c'est très prometteur. Merci beaucoup. On a une autre question en ligne. Je ne sais pas si vous, Monsieur Claesson, voulez répondre. Et je crois que vous l'avez mentionné, Monsieur Israël, dans votre intervention, qui est le dumping spatial ou le dumping économique qui a été fait aux États-Unis sur SpaceX. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre vision sur le fait de savoir si l'Europe permet vraiment de jouer à armes égales ou si vraiment le champ est un peu trop compliqué parce que c'était un dumping un peu trop agressif? I don't know, Mr. Claesson, if you want to answer that one, perhaps, about how the US and SpaceX have kind of made some social dumping or economic dumping and have helped in a way SpaceX very strongly in developing, and whether Europe is actually qualified or is doing it the right way. So is there a level playing field or not? So, jetzt bin ich eingeschaltet. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir wissen alle, dass SpaceX vor allen Dingen durch auch staatliche Aufträge über NASA und andere gestützt wurde, um daraus heraus sozusagen ein kommerzieller Anbieter zu werden. Wie schon gesagt, ist hier Amerika einen großen Schritt voraus. Das heißt, wir müssen zum einen den Markt stärken, aber unser Ansatz ist, dass wir als öffentliche Hand als Ankerkunde auftreten. Das heißt, dass die EU, dass die ESA, das EUMETSAT, dass Frankreich, Deutschland Ankerkunde wird, zum Beispiel im Trägersektor und sagt, wir möchten so und so viele Satelliten starten, ob das Kleinsatelliten sind oder Größe, und stellen damit sozusagen eine Grundlage für das Geschäft der großen und kleinen Raketen dar. Und ich denke mal, das muss aus unserer Sicht viel stärker gefördert werden, dass die Nationen, aber auch die europäischen Organisationen als Ankerkunde auftreten, damit der Trägersektor in Europa weiß, wenn ich investiere, ich habe Kunden, die für ihre Satelliten zahlen, um dann wiederum wettbewerbsfähig zu sein, um gegen Amerika und andere fähig zu sein, in diesem Wettbewerb zu bestehen. Dankeschön. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question qui a été posée, qui fait partie du thème de cette discussion, peut-être pour vous, Monsieur Israël. Quelle est votre vision sur le programme lunaire européen, s'il existe, puisqu'il est pour l'instant encore naissant, et comment l'Europe se positionne-t-elle ou doit-elle se positionner à votre avis par rapport aux États-Unis et à la Chine, qui ont des programmes beaucoup plus ambitieux peut-être de retour sur la Lune? Oui, effectivement, donc il y a ce grand programme de retour vers la Lune qu'on appelle le programme Artemis, dont la NASA est le fer de lance, avec tout un projet à la fois de retour de l'homme sur la Lune et puis d'une station orbitale, une sorte de nouvelle station spatiale, mais qui ne serait pas à 300 km de la Terre comme la station actuelle, mais qui tournerait autour de la Lune. C'est la Lunar Platform Gateway.
Et effectivement, les Européens apportent une brique, donc les Européens vont par exemple apporter du matériel à ce projet de station. Et pour nous, c'est très important, alors là je m'exprime en tant que fournisseur de services de lancement, que justement il y ait une contribution européenne et que nous puissions lancer cette contribution européenne. Et justement, ce qui est important, c'est, comme le disait notre collègue du DLR, c'est que Ariane 6, qui peut être une fusée très très performante, soit suffisamment puissante pour pouvoir faire ces projets lunaires qui demandent beaucoup de performance. Et donc, dans la contribution des Européens au retour vers la Lune, il est important que les Européens utilisent, quand ils contribuent à ces projets, des fusées européennes. Donc, il y aura des missions lunaires avec Ariane 6. Ariane 6 a cette capacité. Et nous espérons qu'il y aura des missions lunaires européennes déployées par la fusée Ariane. Donc là, je m'exprime du point de vue d'Arianespace. Après, évidemment, pour nous, Européens, on est très attachés au fait que l'Europe soit présente dans ces grands projets. Et ça nous paraît tout à fait important qu'à travers l'Agence spatiale européenne, l'Europe ait vraiment une contribution significative au projet Artemis. Vous savez aussi qu'on a une contribution au projet en cours de récupération d'échantillons martiens, c'est ce qu'on appelle le Mars Sample Return, et c'est Ariane 6 en 2026 qui va lancer le véhicule, qui aura rendez-vous avec le véhicule qui aura récupéré les échantillons martiens. Donc, cette mission, qui est en cours en ce moment avec Persévérance, qui est d'ailleurs un instrument français à bord, elle va aussi devenir très européenne quand Ariane 6 va envoyer le véhicule qui récupérera les échantillons de Mars. Merci beaucoup. Je vais me permettre de vous remercier encore pour votre intervention et M. Klessen également. On va continuer le programme avec une vision peut-être plus privée de la discussion, avec une intervention de Tom Segert, qui est directeur du service commercial de Berlin Technologies. À vous, est-ce que vous nous entendez? Ja, ich höre Sie. Okay, vielen Dank. Ich werde ein paar Folien teilen. Geben Sie mir einen kurzen Moment. Ja, hier. Okay. Okay, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Tom Segert. Ich bin einer der Geschäftsführer und Eigentümer der Berlin Space Technologies GmbH. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland, das gesamte Satelliten baut und sich der Kommerzialisierung des Weltraums verschrieben hat. Was uns auszeichnet gegenüber anderen Unternehmen ist, dass wir keine F&E-Gelder aus Europa angenommen haben und auch der Verkauf von Produkten in Europa macht nur weniger als 5% unseres Umsatzes aus. Und damit funktionieren wir deutlich anders als der Rest der deutschen, aber auch europäischen Raumfahrt. Und wir würden gerne heute über den Henry-Ford-Moment der Raumfahrt berichten, also die Einführung der Serienproduktion und wie das die Raumfahrt in Zukunft verändern wird. Es gibt in der Raumfahrt eine große Herausforderung, und zwar, wie kann die Raumfahrt mehr bezahlbar und erreichbarer werden für alle Menschen. Dazu muss man sich anschauen, was die Raumfahrt im Allgemeinen ist. Und wenn man sich die Menschen danach fragt, dann fallen denen Dinge ein wie die Mondlandung und die internationale Raumstation. Und auch vielleicht das Hubble Space Teleskop. Aber die Frage ist natürlich, wo befindet sich eigentlich das kommerzielle Geschäft? Und da muss man natürlich sagen, dass die Raumfahrt heute sehr staatlich getrieben ist, sehr viel Geld reingesteckt wird, zum Teil auch sehr viel Geld verschwendet wird und dass die meisten der Dinge, die man hier sehen kann, eigentlich nicht kommerziell sind.
Und wir haben ja jetzt auch schon von den Berichten von Ariane zum Beispiel gehört, dass auch Raketen aufgrund der massiven Subventionen sowohl in Europa als auch in den USA eigentlich nicht wirklich im Bereich der kommerziellen Raumfahrt gezählt werden können. Und insofern bleiben eigentlich nur noch die Anwendungen Kommunikation und Erdbeobachtung. Aber auch hier ist es so, dass die Stückzahlen, die wirklich kommerziell außerhalb der Raumfahrtagenturen verkauft wurden in den letzten Jahren, nicht besonders groß sind. Die Satelliten sind groß und schwer und die Anzahl ist gering. Aber es gibt jetzt eine Veränderung in diesen Märkten, und zwar dahingehend, dass man versucht, große Satelliten durch, wie schon angesprochen, durch meine Vorredner, durch kleine Satelliten beziehungsweise durch Konstellationen und Megakonstellationen zu ersetzen. Und wenn man das tut, wenn man also von der Einzelsatellitenproduktion in die Serienproduktion geht, dann wird man etwas erreichen, was in der Automobilindustrie vor etwa 100 Jahren passiert ist, nämlich dass die vor 100 Jahren sind oder fast 120 Jahren sind die Automobile von der Einzelproduktion für wenige reiche Kunden, sozusagen Spielzeuge für die Reichen, sind sie zu einem Produkt für die Massen, für die breite Masse geworden. Und insofern denken wir, dass die Automobilindustrie da ein gutes Modell ist, um die Zukunft der Raumfahrt vorherzusagen, dass also die Raumfahrt heute sich ungefähr so verhält wie die Automobilbranche vor der Einführung der Serienproduktion von Henry Ford. Und das bedeutet natürlich auch, wenn man sich anguckt, was in der Automobilbranche passiert ist, dass dort eine große Umwälzung passieren wird. In der Automobilbranche gab es am Anfang des 20. Jahrhunderts etwa 500 Firmen, die Automobile produziert haben. 1920 ist diese Anzahl auf etwa 50 Firmen zurückgegangen, die gleichzeitig sehr viel mehr Autos produziert haben. Und dieser Abfall von 90% der Firmen, die dann also bankrott gegangen sind oder sich aufgelöst haben, hat damit zu tun, dass einige Firmen im Markt Serienproduktion eingeführt haben, also Ford zum Beispiel, General Motors und andere. Und am Ende der 1920er Jahre, also 1929, hat man dann schon Millionen Autos produziert, aber von diesem Markt wurden eigentlich 75% in 2 Firmen und sagen wir mal 85% in 3 Firmen von den 50 Firmen produziert. Und diese Situation hat sich bis heute nicht grundlegend verändert. Man hat also sehr wenige Automobilhersteller, die mit großer Effizienz Autos produzieren. Und wir denken, dass etwas derartiges in der Satellitenbranche auch passieren wird und dass dementsprechend etwa 90% aller heutigen Satellitenfirmen aufhören werden zu bestehen, weil sie einfach viel zu teuer sind, viel zu ineffizient und halt eben keine Fabrik. Berlin Space Technologies hat aus diesem Grund schon 2014 beschlossen, dass wir eine Fabrik zur Serienfertigung von Satelliten aufbauen wollen. Über diese werde ich jetzt im Detail sprechen. Was ist also unser Team und was sind unsere Kapazitäten? Wie ich bereits berichtet habe, ist Berlin Space Technologies ein deutsches Systemhaus. Sie müssen sich uns ungefähr so vorstellen wie ein ganz, ganz kleines Airbus. Wir bauen also vollständige Satellitensysteme. Wir sind komplett vertikal integriert und bauen alle unsere Technologie in-house. Wir bauen die Satelliten zusammen und verkaufen sie auf dem internationalen Markt. Wir haben mit unseren Komponenten bereits an 75 Satellitenmissionen teilgenommen. Und über 95% unserer Kunden sind außerhalb der Europäischen Union gerechnet am Umsatz.
Und um diese Vision des Henry Ford-Moments umzusetzen, haben wir zusammen mit einem Partner in Indien eine Fabrik aufgebaut. Und die Frage ist natürlich, warum haben wir diese Fabrik nicht in Deutschland oder warum haben wir diese Fabrik nicht in Europa aufgebaut? Und die Antwort ist sehr einfach. Es gibt in Europa bisher, also bis vor kurzem, gab es überhaupt keinen Markt dafür. Auch die französischen Fabriken für Serienproduktion von Airbus und Thales in Toulouse bedienen hauptsächlich Kunden außerhalb Europas. Und es gibt also im Prinzip keinen lokalen Bedarf. Und so wie Automobilfirmen und Flugzeugfirmen lokal beim Kunden produzieren, machen wir das halt eben auch. Und Indien haben wir deswegen ausgewählt, weil das ein sehr großer, noch nicht erschlossener Markt ist, hat eine englische Sprache, hat eine eigene Rakete, hat eine sehr starke Unterstützung für kommerzielle Raumfahrt und von dort aus kann man sehr gut nach Asien kommen. Und Asien ist ein wichtiger Markt der Zukunft. Wir planen natürlich auch eine weitere Fabrik in den USA aufzubauen, in Albuquerque, New Mexico. Und wenn in Zukunft Bedarf in Europa besteht, dann werden wir natürlich auch unsere Technologie nutzen, um in Deutschland oder in Europa eine solche Fabrik aufzubauen. Aber wie gesagt, im Moment gibt es diesen Bedarf noch nicht. Hier können Sie unsere Fabrik sehen, von der Vertragsunterschrift zwischen mir und unserem indischen Partner. Unser indisches Partnerunternehmen ist ein Familienunternehmen, das hinter einem großen Medizinunternehmen steht. Die haben insgesamt 20.000 Mitarbeiter und 18 Fabriken. Und die haben beschlossen, in die kommerzielle Raumfahrt einzutreten und haben mit uns ein Joint Venture gegründet in Indien. Das Joint Venture ist zu 70% im Besitz der indischen Kollegen und 30% im Besitz von Berlin Space Technologies. Und unsere indischen Partner haben insgesamt 40 Millionen Euro in die Fabrik gesteckt und den Aufbau der ersten Testsatelliten. Sie sehen hier an den Bildern, wie die Fabrik sich entwickelt hat. Die Fabrik ist in Ahmedabad in Indien, im Bundesstaat Gujarat und hat im Moment eine Initialkapazität von 250 Satelliten pro Jahr. Sie kann aber auch sehr einfach auf deutlich größere Stückzahlen ausgebaut werden, sollte das notwendig sein. Okay, und mit dem komme ich auch eigentlich schon zum Ende meines kurzen Vortrages. Berlin Space Technologies ist einer der führenden New Space Unternehmen. Wir sind nahezu vollständig unabhängig von Steuergeld aus Europa. Wir haben alle unsere Entwicklungen ohne europäisches Steuergeld gemacht. 95% unserer Kunden sind unabhängig von europäischem Steuergeld. Und wir denken, dass die Raumfahrt mehr ein Markt sein sollte. Wir denken, dass die Zeit, in der Firmen entweder den Staat um Geld angebettelt haben oder Firmen den Staat erpresst haben, Geld zu bekommen, so nach der Methode, ich habe hier 1000 Arbeitsplätze und wenn du mir kein Geld gibst, dann werden die Arbeitsplätze alle weg sein. Ich denke, diese Zeit ist langsam vorbei. Und wir werden in der Zukunft eine Raumfahrt haben, die sehr viel mehr kommerziell ist, sehr viel mehr getrieben durch wirkliche Innovation und wirklichen Bedarf. Und wir sind darauf vorbereitet. Und insofern hoffen wir, dass die Zukunft sehr viel stärker fokussiert sein wird auf echte Märkte, echte Applikationen und echte Nutzen und viel weniger darauf ausgerichtet wird, wen man kennt politisch, mit wem man in Hinterzimmern spricht
und wo man lokal angesiedelt ist, sondern es wirklich zählt, was man kann und ob man das erfüllen kann, was der Kunde haben möchte zu einem guten Preis. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Vielen Dank. Vielen Dank. Merci. Mes excuses aux personnes qui suivent la conversation en français, puisqu'on a un petit problème de traduction. Je me sens un petit peu comme Guy Lux à l'époque des duplex, ce qui donne mon âge à peu près à tout le monde. Merci en tout cas pour cette. Je ne sais pas si on peut résoudre le problème technique ou non. A priori, j'en entends en arrière-plan, on n'entend pas suffisamment. D'accord, on va quand même continuer. Donc, merci encore, Tom. On va continuer avec une vision plus française maintenant des choses avec Alban, qui va nous présenter, qui vient de l'ANRT, l'Association nationale de recherche technologie, et qui va nous présenter sa vision de l'exploration spatiale. Merci. Je peux poser une question. Ah, pardon. Oui. J'ai l'impression qu'on mélange deux choses. Enfin, qu'on mélange. Pardon. J'écoute ce débat, je suis un béotien, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a d'une part, et M. Clessen en a parlé au début de son propos, il a parlé d'exploration spatiale, et après il a parlé d'exploitation spatiale. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, lorsqu'on évoque ces sujets, on a l'impression d'avoir des espèces de couteaux suisses spatiaux, de fusées spatiales qui sont capables à la fois d'envoyer des grosses charges et puis des petites charges. Et puis, voilà, donc à mon avis, enfin je ne sais pas, mais j'ai l'impression que l'objectif n'est peut-être pas toujours le même. Il y a peut-être une confusion dans tout ça. Je ne sais pas, je suis un béotien, donc je vous fais part de mon avis et de mon sentiment. Je ne sais pas si un de nos intervenants veut commenter. Mais disons que ce qu'on appelle l'exploration spatiale, c'est vraiment l'espace régalien traditionnel, l'espace des agences. C'est des énormes projets qui réclament des fusées très lourdes, très capacitaires. Il y a d'ailleurs une fusée géante américaine en ce moment qui doit faire du vol habité vers la Lune, qui s'appelle le SLS. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'espace classique. Et après, l'exploitation spatiale, c'est plus l'espace commercial. Et l'espace commercial, il va avoir besoin de fusées différentes. La plupart du temps, quand même, des grosses fusées, il faut bien le dire. Une fusée Ariane, ça peut mettre 10 tonnes en orbite géostationnaire. Une fusée Falcon, ça va en mettre plutôt, toute chose égale par ailleurs, la moitié, 5 ou 6. C'est des très grosses fusées. Et puis, il y a maintenant l'émergence de petites fusées, et nos collègues allemands en ont parlé. Ces petites fusées vont pouvoir mettre vraiment des tout petits satellites dans l'espace. Elles peuvent répondre à un besoin d'accès rapide à l'espace. Donc, disons qu'elles peuvent occuper un marché de niche en complément de l'essentiel du marché qui va être desservi par les grosses fusées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les gens qui font des petites fusées, c'est qu'elles deviennent grosses. D'ailleurs, l'histoire d'Elon Musk, c'est qu'il a d'abord fait le Falcon 1, qui était petit, et ensuite il a fait le Falcon 9. Et donc, il est assez évident que beaucoup des nouveaux acteurs qui font des petites fusées, notamment chez nos amis allemands, ce n'est pas pour faire des petites fusées internes, c'est pour faire des grosses fusées. Donc, il faut juste le savoir et en tenir compte. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Allez-y. Sylvain Etex, acteur du franco-allemand. Le fait que le dirigeant de DST a expliqué qu'il n'y avait pas de marché local et qu'il s'associait à des Indiens en JV pour produire ces satellites et s'orienter vers le marché asiatique, notamment, je résume, mais c'est un petit peu ça, ce que j'ai retenu en tout cas. Monsieur Israël, comment vous voyez cette tendance-là? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça, pas plus que ça ou... Alors, je n'ai pas tout compris de l'intervention du collègue allemand, parce que c'était intéressant d'ailleurs pour essayer de comprendre ce qu'on a su de l'allemand quand on en a fait 5 ans. Et comme ça ressemble à l'anglais, parfois on a quelques souvenirs, et puis les slides étaient en partie en anglais. Mais j'ai un tout petit peu compris quand même. Non, mais moi j'ai beaucoup de sympathie pour l'Inde, parce qu'il se trouve que l'Inde, c'est un pays avec lequel Arianespace a un partenariat très très fort. On a lancé 24 satellites pour l'Inde. Et pas plus tard qu'hier, on a annoncé un nouveau contrat pour l'Agence spatiale indienne, qui est un des derniers contrats pour Ariane 5. Et inversement, les Européens, quand c'est possible, ont essayé de s'appuyer sur des fusées indiennes. Il y a une très bonne fusée indienne qui s'appelle le PSLV,
et la France et l'Europe ont confié des satellites à l'Inde. Donc non, moi encore une fois, je n'ai pas compris tous les détails de l'intervention, mais le fait qu'à un moment donné, un acteur allemand puisse s'allier avec un Indien, moi je trouve ça très bien. Enfin, on est dans la globalisation, voilà. Donc, ce qu'il faut simplement, c'est savoir qu'à un moment donné, nos pays cœurs, ce qu'on appelle les home countries en anglais, soit ils ont une politique spatiale, soit ils n'en ont pas. Et fort heureusement, l'Europe en a une. Et si l'Europe n'est pas de politique spatiale, cette conférence d'ailleurs n'aurait pas lieu. Donc voilà, il faut jouer sur plusieurs registres, plusieurs dimensions. C'est très très bien d'avoir à un moment donné des alliances hors d'Europe, j'ai aucun problème avec ça. Et puis, ce dont on a en revanche, de toute façon, quoi qu'il arrive besoin, c'est d'une volonté publique européenne. Et en tous les cas, bon, le private space et tout, c'est très bien, mais je vais être très clair, si vous n'avez pas une ambition publique, ça n'existe pas. C'est aussi simple que cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup de capitaux disponibles. Ça ne va peut-être pas durer pour l'éternité d'ailleurs. Et comme aujourd'hui, l'argent ne coûte rien, il y a beaucoup d'argent disponible et prêt à s'investir dans des projets risqués. On verra ce qu'il en est à long terme, mais c'est très bien. Et je pense que pour le spatial, c'est une très belle opportunité. Donc, moi, je suis ravi qu'on puisse avoir un nouveau pilier de financement public, en Europe à travers de l'argent privé. Mais si, et nos collègues allemands l'ont dit, les Européens ne donnent pas l'exemple, par exemple en confiant des contrats à ces nouveaux projets, l'argent privé ne viendra pas. Il faut un cycle vertueux où vous avez de l'argent public, et je dirais qu'aux États-Unis, il y en a de plus en plus pour avoir aussi des nouvelles formes de financement privé. Le pire pour les Européens, ce serait de croire qu'il n'y aura que de l'argent privé, parce que là, vous n'aurez ni de privé ni de public, et vous serez lancé par d'autres que nous, et moi, je pense que c'est bien d'être maître de son destin. Peut-être pour rebondir, vous mentionnez justement l'abondance des capitaux qui est à l'heure actuelle. On verra si ça durera très longtemps, surtout la période dans laquelle on rentre. Mais est-ce que vous voyez justement un risque de bulle du fait qu'il y a un investissement énorme de certains peut-être fonds d'investissement privés et que ça puisse retomber sur l'ensemble du domaine? Oui, enfin, le risque il est évident parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de capitaux qui cherchent des projets, mais ce n'est pas très grave. Je veux dire, il y a peut-être des projets qui vont échouer, ça fait partie de la vie. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y a une nouvelle économie spatiale qui est en train d'émerger, qui fera appel à des nouveaux types de capitaux privés, et c'est vraiment des nouveaux acteurs, et c'est très bien. Il y a peut-être pour certains projets une dimension spéculative. Là, on sait très bien que la plupart des micro-lanceurs n'iront pas jusqu'au bout. Ça sera une course très darwinienne. Certains survivront, mais ils ne sont pas nombreux. Il y a aussi des projets satellitaires qui échoueront, mais il y a des projets qui iront jusqu'au bout. Il y a, à travers l'observation de la Terre, la connectivité, des nouvelles possibilités offertes par les satellites qui sont plus petits, moins coûteux, les lancements sont moins coûteux, les technologies ont évolué, donc je suis absolument certain qu'il y a une nouvelle économie spatiale. En valeur, elle pourrait tripler d'ici 20 ans, et donc, même s'il y aura des échecs, il y aura aussi beaucoup de réussites, et de ce point de vue-là, les années qui viennent sont très prometteuses. Merci beaucoup. Je vous propose de passer la parole à Alban pour qu'il puisse nous donner sa vision des choses et plutôt de l'exploration, il me semble. Est-ce que tu as le micro? Ah, le micro est parti. Le micro, voyage, etc. Bien, merci. On m'entend des deux côtés. Donc, Alban Guillemard, je suis le coordinateur d'Objectifs Lune à l'ANRT. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette vieille dame, puisqu'elle a été créée en 1953, on est à mi-chemin entre le consortium et l'association de la R&D en France, et on regroupe donc la majorité des acteurs publics comme privés, donc de la R&D dans un esprit intersectoriel. On vise aussi donc à fluidifier la stratégie française de recherche et d'innovation, et on a une délégation de service public pour la gestion des thèses CIFRE. Donc à mi-chemin entre la recherche et l'industrie. Et Objectif Lune, maintenant, a été créé en 2019 de la rencontre entre Clarisse Angelier, notre déléguée générale, et Claudie Aigneret, donc astronaute française. Est-il besoin de la présenter ici? Enfin, y a-t-il le besoin, pardon, de la présenter? Donc, on étudie dans un esprit intersectoriel, justement, je vais prononcer ce mot une bonne dizaine de fois, mais c'est l'ADN de l'élan lunaire porté par la NRT. Donc, voilà. Donc, on analyse dans un esprit intersectoriel les bénéfices économiques qu'on pourrait tirer de l'installation d'une base vie en expansion durable sur la Lune.
Mais avant ça, parlons justement donc d'élan lunaire, d'exploration spatiale, de stratégie lunaire européenne. Donc je sais qu'on est aujourd'hui dans un forum franco-allemand, d'ailleurs je tiens à remercier les organisateurs de donner une place à l'élan lunaire aujourd'hui. Donc je vais commencer par une citation française et je tâcherai de terminer par une citation allemande, on va faire un peu franco-allemand, mais je la ferai en français parce que mon accent allemand est un incident diplomatique en soi et j'ai pu comprendre que je ne comprenais rien à la conférence allemande juste avant, puisque je ne parle pas allemand. Donc, je vais commencer par une citation d'un romancier français, donc Romain Gary dans Charge d'âme. Alors, juste pour vous placer ce roman, vous allez voir, il y a un lien. C'est pas juste pour me la péter avec une citation de littérature française. Donc, Charge d'âme est un roman où, par la captation d'âme humaine, on arrive à faire fonctionner des voitures, des usines, des villes et des maisons. L'âme humaine devient une source d'énergie. Et il y a à l'intérieur ces deux citations dont on va avoir besoin pour la suite de ce propos. La première, il faut toujours connaître les limites du possible, pas pour s'arrêter, mais pour tenter l'impossible dans la meilleure condition. J'admets, c'est une citation un peu feel-good. Vous aurez pu la retrouver dans un agenda de citation de 365 jours. La deuxième est beaucoup plus sérieuse. L'enjeu ici n'était pas sa vie personnelle, mais celle des 3 milliards d'hommes. C'était finalement agréable de sentir qu'on n'était pas seul. Alors, 3 éléments sont cruciaux dans ces deux citations. Premièrement, la notion de limite, inhérente au progrès humain, inhérente aussi au génie humain qu'on a eu tendance à oublier récemment, mais aussi une limite qui est celle de la condition terrienne, et que par bien des aspects, le spatial essaie de dépasser. L'autre condition, c'est celle du commun comme lieu de gestion des grands défis humains et également aussi ce qui fonde toute la noblesse de ces défis humains, justement, c'est de les gérer à l'échelle du commun. Et retourner sur la Lune n'est pas finalement anodin dans notre 21e siècle. Et les nombreuses conférences que j'ai pu organiser ou tenir sur la question lunaire avaient toujours à la fin ces 3 questions qui fâchent de la part du monsieur ou de la dame au fond de la salle, persuadés qu'ils allaient me donner du poil à gratter rhétorique, avec « mais pourquoi est-ce qu'on retourne dans l'espace alors qu'on a plein de défis à résoudre sur Terre ?» Sinon, il y a aussi la variante écolo « pourquoi est-ce qu'on retourne dans l'espace alors que la planète va mal ?» Et il y a aussi la variante budgétaire « pourquoi est-ce qu'on retourne dans l'espace alors qu'on pourrait mettre des milliards ailleurs ?» En fin de compte, ces questions, alors on peut soit les prendre de front et se dire, bon, mince, on ne sait pas quoi répondre. On peut aussi voir un symptôme, et qui est crucial pour comprendre l'élan lunaire pour le 21e siècle, qui est un décalage qui peut parfois exister entre les ambitions spatiales, en tout cas le discours qu'on tient sur elles, et c'est le sens de ce que je vais... Enfin, c'est le cœur de mon propos du jour, entre le discours qu'on peut tenir sur elles et les préoccupations, les inquiétudes, en tout cas l'agenda de la société non spatiale. Parce que finalement, la révolution SpaceX ou la révolution New Space qu'on met en avant depuis tout à l'heure, c'est aussi une révolution de la communication spatiale, la manière dont un secteur qui finalement est sorti de la guerre froide sans peut-être trop améliorer en tout cas la manière dont il communiquait à la société, c'est la façon dont tout un secteur arrive à retourner dans le social, se réexpliquer, en réinvestissant les médias, les réseaux sociaux, en réinvestissant le champ des valeurs, en réinvestissant le champ de l'éthique et son questionnement sur son rôle à jouer, son rôle pour le climat. Jamais on n'a autant posé la question spatiale, et sinon vous jouez quoi comme rôle pour la société, pour l'environnement, etc. Jamais le spatial a été mis autant au défi de se justifier. Et c'est ça vraiment le cœur de l'élan lunaire, parce que moi, quand j'explique à mes cogénérationnaires retournons dans l'espace, allons sur la Lune, on m'explique, mais pas du tout. En plus, je viens d'une école où on est très hostile généralement aux projets industriels, et on me répond, oui, mais on a d'autres défis à gérer. Pourquoi vouloir dépenser des milliards alors qu'on pourrait nourrir tout un continent avec le budget spatial américain? Bon, certes. Donc, je vais tenter de répondre à ce besoin qu'a l'élan lunaire de s'inscrire dans son 21e siècle au travers, premièrement, de l'exemple des travaux qu'on a menés à la NRT dans le cadre d'Objectif Lune, et ensuite en tentant d'apporter une conclusion qui démontre que la Lune, finalement, est un commun, un endroit, un commun où on peut avoir un défi qui est de gérer de manière commune donc un astre, un corps céleste qui est l'apanage de l'humanité, pour citer le traité de 67. Alors, simplement, donc, sur la question de la NRT et les travaux. Alors, nos travaux de 2021, je les ai observés à la fois en tant que coordinateur, puisque je suis censé être présent à mes réunions, mais je les ai aussi observés avec des lunettes de sociologue de par ma formation. On a mené cette année des travaux afin de réaliser un livre blanc, donc avec une 60aine d'experts du spatial et du non spatial. D'ailleurs, Greg, ici présent, a assisté à de nombreuses réunions, et avec un livre blanc composé donc de 6 thématiques, donc exploitation des ressources, gouvernance, stratégie industrielle, habitat et support de vie, sécurité et défense, et éthique et société.
Ce qui était intéressant dans ces groupes, c'est qu'on avait donc de l'intersectoriel spatial et non spatial. Donc on a pu découvrir la façon dont le spatial s'expliquait au non spatial et la façon dont l'intersectoriel essayait d'y comprendre quelque chose à la manière dont on envoie des fusées dans l'espace et a fortiori sur la Lune. Au-delà du cœur des travaux, que vous pourrez consulter à partir de novembre à la publication du livre blanc, deux champs de messages clés. Le premier, il est sur le besoin, sans doute, et je dis ça aussi venant d'une association qui promeut cet esprit-là, de jouer intersectoriel. Aujourd'hui, l'élan lunaire, l'exploration spatiale, a besoin de jouer intersectoriel. C'est-à-dire avec la richesse d'un tissu industriel et économique, franco-allemand notamment, historiquement ancré sur notre continent, historiquement compétent et historiquement avancé, puisqu'on peut être historique et avoir envie d'innover. Donc jouer intersectoriel, ressavoir aussi communiquer avec le public, ça c'est l'essentiel aussi. Comment est-ce que le spatial aujourd'hui doit aller voir le grand public et réapprendre à communiquer avec lui? En France, un youtubeur qui fait des vidéos de beauté a beaucoup plus de followers que le CNES sur Instagram. Je tiens quand même à le mettre en avant, tandis que la NASA de son côté fait des contenus sur TikTok, sur Instagram, Instagram quand il fonctionne, et sur Facebook quand il fonctionne aussi, mais ils font des contenus qui sont éducatifs, intéressant et dynamique. Donc, on voit que le spatial américain a adopté les nouveaux codes de la communication, le spatial européen est peut-être encore à la traîne. L'ADN maintenant du message qui va être porté par ce livre blanc on peut le résumer en trois piliers. Le premier pilier, c'est la durabilité, le deuxième, c'est la multilatéralité, et le troisième, c'est l'intersectorialité. Alors, la durabilité, vous allez me dire, c'était un petit peu le pilier facile, on s'y attendait tous, aujourd'hui on fait du spatial, on est en 2021, il faut parler de durabilité, mais nous on le porte, on décline cette durabilité en trois éléments. Le premier, c'est la circularité. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus circulaire qu'un habitat lunaire? Vous voulez mettez un habitat sur la Lune, techniquement, on a envie d'exploiter au maximum l'eau qu'on y apporte, les déchets qu'on y apporte, on a envie de tout réexploiter de manière circulaire pour avoir d'une part le moins d'apport possible, mais ensuite avoir à gérer cette base lunaire de la façon la plus durable possible. Et ensuite, cette circularité de la base lunaire, elle se décline sur un autre élément qui est de laisser le moins de déchets possible. Alors vous allez me dire, pour l'instant sur la Lune, il n'y a pas grand-chose, donc pour l'instant, on n'a pas encore découvert d'écosystème en soi, donc à quoi bon vouloir la préserver? C'est un argument qu'on entend régulièrement. À quoi bon vouloir la polluer? La question marche aussi dans l'autre sens. Le deuxième élément de la durabilité, il est sur la complémentarité Terre-Lune. Finalement, vouloir aller sur la Lune, c'est aussi vouloir développer des technologies qui sont utiles à la Terre. Ça, c'est un élément qu'on pourra détailler, mais nous, on porte, en tant que programme de recherche et d'innovation, de placer en permanence le développement de technologies spatiales vers le développement de technologies terrestres. Enfin, un autre élément de cette durabilité qui est crucial, c'est la question de l'interopérabilité. Notion d'ingénieur pour beaucoup, moi je suis juriste de formation, donc finalement l'interopérabilité elle est bien loin de mes préoccupations quotidiennes, puisqu'il n'y a rien de moins interopérable qu'un système juridique, mais la question de l'interopérabilité elle est cruciale. Finalement, si vous voulez faire du durable et du coopératif, vous devez faire de l'interopérabilité. C'est simple, c'est basique, il s'agit juste de dire, on se met d'accord sur la pression à l'intérieur du module lunaire, ce qui fait que le jour où vous avez un module africain qui a envie de se greffer au module européen, c'est la même pression et ça évite de péter. Historiquement, dans le spatial, les différentiels de pression, on connaît, on a eu quelques problèmes avec ça. L'autre élément, il est crucial, il est sur la multilatéralité. Tout à l'heure, M. Israël disait que les Américains étaient le fer de lance du programme Artemis. Alors, ils sont plus que le fer de lance, selon moi, ils sont aussi le manche de la lance, puisque, en définitive, si on regarde bien, Artemis, c'est du faux multilatéral. C'est du pur bilatéral, si on regarde bien, du point de vue juridique. C'est un accord bilatéral conclu entre la NASA et un autre acteur. Et c'est une illusion de multilatéral. Finalement, aujourd'hui, on a une repolarisation du spatial, peut-être entre la Chine et les États-Unis. Et des deux côtés, on a un petit peu de mal avec les arènes multilatérales. On ne les aime pas trop. Et le multilatéral, ces dernières années, notamment en droit international public, a largement souffert. L'Europe peut se faire porteur, finalement, d'un élément qui paraît totalement classique, historiquement, mais qui est très novateur aujourd'hui. Si on est plusieurs États autour de la table pour discuter, c'est peut-être plus intéressant que si on est seulement deux et qu'on le fait deux par deux. Donc, un spatial multilatéral, une exploration lunaire multilatérale, ça signifie tout simplement que l'Europe peut se faire. Alors, le problème pour l'Europe, il est là. C'est que on est régulièrement vu, imaginons la scène internationale comme un dîner de famille, l'Europe est généralement vue comme le papy du bout de la table, qu'on consulte éventuellement entre l'entrée et le dessert pour savoir comment il va, mais à qui on accorde le privilège de l'ancienneté, mais pas tellement le privilège de l'innovation. Ce qui fait qu'à côté, c'est sûr qu'à la table internationale, la Chine et les États-Unis sont beaucoup plus séduisants, et eux sont un petit peu le cousin éloigné qui fait ses études à Paris et qui revient de temps en temps voir papy et mamie pour Noël. Donc, on a beaucoup plus envie d'aller discuter avec le cousin américain ou le cousin chinois que d'aller discuter avec le
le grand-père européen. Mais néanmoins, la multilatéralité, elle est clé, et l'Europe, qui est quand même l'incarnation historique de cet esprit multilatéral, donc l'Europe, je dis ici l'Union européenne, mais l'Europe du spatial en général, qui dépasse l'Union européenne, cette Europe-là, elle peut être le porteur justement d'un nouvel esprit multilatéral dans le spatial. Esprit multilatéral qui, historiquement, moi je situe sa mort après l'échec du traité de 79 sur la Lune, puisque en définitive, à partir du moment où on a expliqué aux Américains que la Lune allait être patrimoine commun de l'humanité, ça passait pas tellement finalement. Le dernier point, il est crucial, il est sur l'intersectoriel. Alors, on entend beaucoup cette idée que l'Europe devrait faire sa mue vers le New Space. On est présenté comme les ancêtres du spatial, on est là, on n'a pas encore fait notre mue du New Space. Pourtant, la présence de Berlin Space Technology juste avant démontre qu'on a des startups spatiales en Europe, on a des jeunes entreprises qui sont capables d'innover et qui sont capables d'être présentes sur le secteur. En revanche, sur la mue du New Space à l'européenne, on peut finalement le regarder de manière un peu plus sceptique. Est-ce qu'on a véritablement besoin de vouloir à tout prix avoir l'émergence d'un nouvel acteur super-héros qu'on arriverait à attraper et qui tout d'un coup révolutionnera le spatial européen? En réalité, c'est ce que je disais en préambule de cette intervention, on a des acteurs industriels historiques puissants dans tous les secteurs, et un projet d'exploration lunaire vous demande de nourrir un astronaute, de le soigner, de l'inviter à communiquer avec l'extérieur, vous demande des connaissances en exploitation minière, si vous voulez exploiter les ressources de la Lune, vous demande des connaissances en construction d'un habitat lunaire, vous demande des compétences en géolocalisation. Et pour tout ça, et je ne vais pas faire la liste, parce qu'on pourrait faire une liste à la Prévert, je ne sais pas s'il y a un équivalent de Prévert en Allemagne, mais ne faisons pas de liste à la Prévert, mais on a vraiment des acteurs industriels forts. La seule chose qui manque, c'est de les faire se coaliser sur cet élan lunaire, de les inviter à voir la Lune comme un marché futur possible, qui sait, mais en tout cas un endroit où les richesses de l'industrie européenne peuvent se mettre au service d'un élan spatial innovant. Cette opposition New Space, Old Space, finalement, elle tend aujourd'hui à peut-être s'amenuire en tout cas, à mesure notamment que SpaceX devient un vieux de la vieille, en fait, puisque ça fait quand même déjà 19 ans de mars, oui c'est 2002, donc ça fait déjà 19-20 ans, ça commence à être déjà quelques anciens comparé au modèle New Space, mais peut-être que l'Europe finalement n'a pas à faire une mue du New Space à l'américaine. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un New Space à l'européenne, qui est s'appuyer sur notre expérience historique, et en même temps réussir à vouloir innover en retournant sur la Lune? Bon. Ça, c'est l'ADN du livre blanc qui sera porté par la NRT à l'automne. Maintenant, je sors un instant des travaux de la NRT pour arriver sur une conclusion plus générale, qui est comment est-ce que le spatial arrive à justifier son existence, comment est-ce qu'il arrive à déployer son existence dans une époque qui arrive à connaître des défis monstrueux, climatiques, sociaux, environnementaux. Comment est-ce qu'on arrive à justifier aux citoyens lambda qui va devoir voter dans un an, même si le spatial ne risque pas d'avoir malheureusement une grande place pour 2022, on a apparemment d'autres questions plus urgentes, mais comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à justifier à un citoyen qui a une vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, visons large, allez, soixantaine jusqu'à 70 ans, comment est-ce que le jeune de 7 à 77 ans comprend le besoin d'investir des milliards d'euros dans le spatial? Comment est-ce que je justifie aux citoyens que je vais accorder une ligne budgétaire? Bon, en France, elle n'est pas énorme, mais elle pourrait être plus grosse, plutôt, soyons gentils. Mais comment est-ce qu'on accorde une ligne budgétaire? Comment est-ce que j'explique aux citoyens que je dépense des milliards d'euros dans le spatial? Quand lui, aujourd'hui, il arrive à observer que climatiquement, des forêts prennent feu d'elles-mêmes en Grèce, ce qu'on nous rabâche depuis qu'on est tout petit, mais ce qui est totalement vrai, que les changements climatiques vont impacter nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes d'existence. Comment est-ce que finalement, alors qu'on me demande de restreindre mes besoins, j'explique que je vais déployer des centaines, des milliards d'euros dans un projet spatial qui va déployer des besoins, des technologies, des ressources, des gens, alors qu'on m'explique qu'on est dans un monde limité? Comment est-ce qu'on concilie, c'est vraiment le message que j'essaie de porter, comment est-ce qu'on concilie, pardon, c'est difficile à dire, comment est-ce qu'on concilie un désir d'infini dans un monde qu'on nous dit de plus en plus fini? Et c'est vraiment ça qui est crucial pour comprendre l'élan lunaire, c'est qu'on doit aujourd'hui réexpliquer à toute une jeunesse à qui on a privé le désir d'infini que vous avez le droit de désirer l'infini dans un monde fini à condition de le faire de façon raisonnée. Et je vais vous raconter, pour terminer, mon expérience personnelle qui est l'évolution de mon raisonnement sur le tourisme spatial. Parce que finalement, il y a 3-4 semaines, vous avez vu le tir de Jeff Bezos qui envoie quelques personnes dans l'espace. Vous avez vu Virgin Galactic qui fait pour 4 personnes l'équivalent de mémoire d'un Washington-Singapour en avion pour à peine quelques minutes en vol suborbital.
en sachant que Branson était fier de nous expliquer que c'était là le niveau le plus faible jamais atteint en termes d'émissions. Bon, bref, mais j'étais très sceptique au début sur le tourisme spatial, d'une part parce qu'on m'explique depuis que je suis tout petit que pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudrait que je prenne moins l'avion. Alors, je suis venu ici en train, donc ça va, mais que je faudrait que je prenne moins l'avion. Et à côté, on a quatre types qui vont faire un vol en suborbital et qui arrivent à prendre et dépenser une quantité d'énergie monstre pour aller dans l'espace. Donc, j'étais très sceptique aussi sur le tourisme spatial parce que finalement, c'est totalement contre-productif par rapport au discours écologique actuel. Hier soir, donc finalement, mon changement d'avis est assez récent. Hein, j'aurais pu regarder la vidéo ce soir et finalement, je vous expliquais aujourd'hui que c'était une aberration écologique d'aller dans l'espace. Mais hier soir, j'avais l'interview de Nathalie Cabrol, donc chercheuse en astrophysique franco-américaine, qui expliquait, mais moi, ces images m'ont rappelé celles de Louis Blériot quand il finançait sur ses deniers propres les premières expériences de l'aviation. Et à l'époque, personne ne lui tombait dessus pour lui expliquer que, globalement, il avait foncièrement tort de dépenser autant. On a presque envie de dire, bon, ben, c'est son fric, tant mieux. Même chose pour Branson et pour Bezos, c'est à peu près leur à peu près. Bon. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est exactement la même situation. On a des milliardaires qui financent des tirs spatiaux qui sont certes touristiques, mais qui néanmoins ont une visée scientifique. Alors peut-être qu'ils sont des mauvais communicants, mais ça ne nous regarde pas, et que ces communicants devraient insister sur les aspects scientifiques qui sont menés dans ces deux vols. Mais néanmoins, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est aberrant aujourd'hui, et je vais retrouver la citation par laquelle je compte finir, mais ce qui paraît aberrant aujourd'hui pourrait être tout à fait justifié plus tard. Et de la même façon que Louis Blériot, par ses deniers personnels, finançait des vols qui nous ont permis de passer d'une humanité accrochée à la Terre à une humanité capable de voler d'un continent à l'autre, j'ai utilisé ce qui paraît être un gros mot aujourd'hui, mais sans doute ces vols, et j'aime bien l'expression que le spatial est en train de traverser son époque Fordiste, va passer à un modèle Fordiste, on va sans doute passer d'une humanité purement planétaire à une humanité interplanétaire, on entend ça partout, c'est peut-être pas finalement de la science-fiction. Néanmoins, il faut quand même se rappeler, finalement, improvisation, je vais citer non pas un, mais deux auteurs allemands, puisque Hannah Arendt mettait en avant justement qu'on n'est jamais autant terrien qu'en dehors de la Terre. Donc, finalement, cette humanité interplanétaire ne va pas renier ses origines terrestres. Elle va juste admettre qu'elle a la possibilité de voyager ailleurs et que cet ailleurs peut servir à la Terre, mais également peut lui servir à elle. Donc, c'est dans un sens de progrès humain. Bon. La citation, donc non pas de Ernst Jünger, romancier allemand, mais de son frère, Friedrich Jünger, vient de La perfection de la technique, qui est un magnifique essai que je vous invite à lire. Bon, il est souvent présenté comme le premier philosophe écologique de droite, tant pis, mais c'est quand même un très bel essai. Et donc, il arrive, en affirmant cette chose, il conclut son essai par cette citation-là, « La technique entre insensiblement dans sa troisième phase. La première était titanesque, elle visait à édifier le monde des machines. La seconde fut rationnelle et aboutit à l'automatisme parfait. La troisième est magique car elle donne vie aux automates en leur donnant un sens. La technique prend un caractère d'enchantement, elle se plie au désir. Monde fini, désir d'infini, c'est exactement la dialectique que traverse le spatial et la seule réponse qu'il doit apporter, les deux réponses qu'il doit apporter. La première est d'ordre philosophique et d'ordre éthique. Le secteur spatial doit oser se poser des questions métaphysiques et Dieu sait que c'est une industrie qui va quand même toucher de près l'infini, donc allons-y gaiement, osons se poser des questions métaphysiques. Pourquoi aller dans l'espace? Pourquoi retourner dans l'espace? Mettons des crédits recherche sur les thèses en sciences humaines et sociales dans le secteur spatial. Moi, ma thèse est financée, donc ça va, mais pour les thèses futures en sciences humaines et sociales en matière spatiale, ça pourrait être quand même pas mal. Et deuxième question, donc, au-delà des questionnements métaphysiques, apprenons, secteur spatial, à communiquer sur le sens de nos actions, sur leur inscription dans l'époque et la manière dont on sert. Vous voulez qu'un citoyen accepte de donner 1 milliard de plus au spatial français, expliquez-lui que son GPS, que son paiement en carte bancaire, que la possibilité que sa banque fasse des transactions financières, et j'en passe, et des meilleures, et la météo sur Météo France après le 20h le soir, c'est grâce au spatial. En fait, vous lui expliquez que ce qui est insensiblement loin est en réalité extrêmement près. Moi, j'ai été fasciné tout à l'heure en visitant les labos qu'un tout petit truc de 10 cm sur 10 cm soit capable de donner sa position d'aussi loin. C'est quand même fabuleux. Et vous remettez de l'étonnement, de l'enchantement et du désir, et vous aurez vos milliards en plus. Merci beaucoup pour cette très belle intervention.
Et je vais juste rebondir en disant que le prix Nobel de physique a été décerné. Il y aura 2 physiciens du climat qui ont lancé les premières simulations climatiques qui ont justement énormément bénéficié des satellites et des observations satellites. Donc ça, on retombe un petit peu là-dessus. Est-ce qu'il y a quelques réactions dans la salle? J'ai vu quelques personnes qui réagissaient un petit peu pendant l'intervention. Vous voulez les garder pour plus tard? Non, ça n'a pas inspiré de vision. Je voudrais juste dire aussi qu'on a travaillé avec Alban dans le cadre d'Objectif Lune. Et une chose qui m'avait frappé, moi, parce que je n'ai pas du spatial, c'est que justement, dans chaque discussion, en fait, les enjeux environnementaux revenaient. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris, parce que j'aurais eu tendance à penser que c'était quelque chose d'assez secondaire. Et dans tous les groupes de travail dans lesquels j'ai participé, on avait cette volonté, en fait, de remettre les enjeux environnementaux. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas si Clément voulait commenter. Justement, cette durabilité, en fait, on l'a envisagé dans un double sens, puisque c'est vrai que cognitivement, on peut se dire, bon, la Lune, c'est un gros caillou sans écosystème, à quoi bon vouloir la préserver? C'est vrai, au fond. Enfin, même raisonnement avec les orbites. Bon, aujourd'hui, on commence à se rendre compte que si on pollue un endroit préalablement vierge, ça peut poser des problèmes beaucoup de temps après. Mais la Lune, moi, je me souviens de discussions très mouvementées dans un GT qui était Habitat et support de vie, où on nous expliquait, mais laissons les déchets, allez, laissons les déchets, on s'en fout. Globalement, la Lune, il n'y a rien. C'est pas faux. Et en plus, d'un strict point de vue de survie, je ne sais pas si vous avez tous vu Seul sur Mars avec Matt Damon, peut-être. Donc, Matt Damon est très content de trouver une batterie abandonnée pour pouvoir remettre de l'électricité dans sa base en déshérence. Mais finalement, il y aurait quelque chose de totalement aberrant à expliquer, à laisser les agences spatiales se dire, bon, bah, laissons les déchets, c'est pas grave. C'est totalement contre-intuitif. En fait, il y a 2 points. Il y a une éthique de la préservation. Aujourd'hui, on a un territoire préalablement à peu près vierge. L'enjeu, c'est de le préserver. Et on a un deuxième élément, au-delà de cette éthique de la préservation, qui est un élément de communication. Aller expliquer à une société qu'on a accepté de laisser les déchets sur la Lune, je ne suis pas sûr que le citoyen lambda, qui a des considérations écologiques en plus, disons que le spatial a tellement à se justifier sur le plan écologique que ce ne serait pas l'idée du siècle du point de vue de la com. Mais sur un strict point de vue, il y a une éthique de la préservation qui pousse à ça. Donc une durabilité lunaire qui s'incarne, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une complémentarité Terre-Lune. Donc on développe des technologies pour la Terre et pour la Lune. Et ensuite, il y a une question donc de durabilité terrestre et qui là implique de faire l'ensemble des calculs permettant d'avoir l'élan lunaire qui optimise l'utilisation des ressources terrestres. Dans un monde aux ressources limitées, chaque choix d'octroi, chaque choix de projet d'ampleur est un choix d'octroi de ressources parmi un stock limité. Donc l'enjeu à ce stade, il est de faire les choix les plus optimaux qui permettent in fine d'avoir le projet lunaire le moins coûteux pour la Terre. Donc c'est pour ça, ça implique aussi d'utiliser les richesses du spatial. C'est la discussion qu'on avait hier en exploitation des ressources. Savoir utiliser l'espace pour coûter le moins possible à la Terre. Merci beaucoup. Et donc, on va continuer un peu sur certains points qui ont été mentionnés dans cette intervention avec les aspects juridiques. On a Lucien Rapp, qui est directeur de l'ITETCOM, l'Institut de droit de l'espace, des territoires, de la culture et de la communication. Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que nous, on vous entend ? Monsieur Rapp, est-ce qu'on vous entend? Pardon? Il y a un problème de micro. Est-ce que Louis nous entend? C'est la joie des vidéoconférences, on peut envoyer des objets sur la Lune ou dans l'espace et avoir leur position. On a toujours du mal à envoyer un signal de Montpellier à Toulouse. Alors, on voit bien vos slides, mais on ne vous entend pas. Pardon? Il n'est pas branché sur mon micro. Monsieur Lucien Rapp, il faudrait que vous branchiez, je crois que vous avez branché un mauvais micro. Il faut aller en bas à gauche et choisir donc le bon microphone. En attendant que la situation s'améliore, est-ce que quelqu'un voulait poser une question dans la salle ou un commentaire?
Je vais être un peu peut-être, mais vous avez quel intérêt de ramasser des déchets sur la Lune? Enfin, je pose la question parce qu'on voit ça avec notre vie de terrien. Et est-ce qu'on veut systématiquement reproduire notre vie de terrien sur la Lune? Ou est-ce qu'on est une espèce qu'on va poser sur un caillou et qui, de toute façon, dans 500 millions d'années, aura vocation à être brûlé par le soleil. Donc, je ne sais pas, on se pose des questions peut-être de terrien, mais après, si on est, c'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure, entre l'exploration et l'exploitation peut-être de l'espace, ça rejoint. La question des déchets, en principe, la Terre aussi devrait se faire. Pardon. Oui, juste avant ça, je voudrais faire un commentaire. La question des déchets sur la Lune ou ailleurs dans l'espace est traitée par un comité qui s'appelle le comité pour la protection planétaire, qui est sous l'autorité du COSPAR et qui rencontre aux Nations Unies. Dans le cadre du COPUO, sur le comité pour l'utilisation pacifique de l'espace extraterrestre. J'ai été membre de ce comité, directeur du COSPAR, et participé à d'innombrables réunions du PPP, comité sur la protection planétaire. En ce qui concerne la Lune, la réglementation est qu'on doit simplement savoir ce qu'on y laisse. On doit publier ce qu'on laisse sur la Lune. Donc la NASA a publié les salles de déjection des astronautes qui ont passé un moment sur la Lune. Et puis tous les autres objets qui restent sont dûment répertoriés. Il n'y a pas d'autre obligation. Et c'est normal qu'il n'y ait pas d'autre obligation. Par contre, il y en a des beaucoup plus restrictives sur des tas d'autres objets terrestres, célestes, notamment Mars, certaines régions spéciales, etc. Donc, ce ne sont pas des sujets qui sont comme ça, et c'est la vraie appréciation des Grecs, ce sont des sujets qui sont dûment traités dans le cadre international. Ce sera intéressant de voir l'évolution des travaux de ce comité avec la massification de l'arrivée sur la Lune pour voir si on arrive à répertorier une quantité de déchets dès lors qu'elle devient de plus en plus importante. Sur la question de la gestion des déchets, à quoi bon les faire? C'est vrai en fait, à quoi bon les ramener? Parce que en définitive, ça nous coûte un transport retour. Est-ce que vous m'entendez désormais? Oui, on vous entend bien maintenant. Ah, parfait, parfait. Si on peut juste laisser Alban finir la réponse. Si on bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'exemple des 500 millions d'années me fait ça, parce que, a priori, si la Lune se fait cramer, la Terre devrait avoir le même sort. Mais... Et pourtant, demain matin, je vais sortir des poubelles, tout le monde. Mais en fait, c'est déjà concevoir un habitat lunaire à peu près circulaire, c'est limiter le nombre maximal de déchets. Donc déjà, il y a une envie, nous, de notre part, c'est de limiter les déchets pour les réutiliser au maximum. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on doit les ramener? En fait, l'Europe part en fait deux options. Soit l'Europe est totalement individualiste et dit bon, les autres vont sans doute laisser leurs déchets, même en les répertoriant. Pourquoi est-ce que moi je m'embêterais à les ramener? Mais dans le même temps, l'Europe peut se dire oui, mais c'est pas viable de laisser les déchets sur la Lune. Typiquement, c'est un tout petit espace, c'est un grand petit espace. Mais non, typiquement, pour moi, le problème, il se situe pas sur moi, la réponse, je la situe plus, comme je disais, sur le plan d'une éthique de la préservation d'un espace préalablement vierge, qui est quand même importante aujourd'hui. Et le deuxième élément, ensuite, donc, comme je disais, il est sur le plan de la communication. C'est quand même très compliqué de communiquer sur le fait qu'on a laissé nos déchets, alors que globalement, on nous explique sur Terre qu'il faut tout faire pour les recycler, rentabiliser, réutiliser. Et le troisième élément, c'est un exemple concret. On a laissé nos déchets en orbite terrestre. Bilan des courses, on se met à la claque aujourd'hui en problème retour. Donc, c'est pas. Vous pouvez même aujourd'hui, c'est même la logique du développement durable et de l'écologie. Vous pouvez laisser votre déchet quelque part aujourd'hui, magnifique. Vous le laissez. Sur le long terme, en revanche, il y aura peut-être des conséquences que vous n'envisagez pas individuellement à l'heure actuelle, ou qu'une puissance spatiale n'envisage pas individuellement à l'heure actuelle, mais qui un jour posera problème. Donc, sauf erreur de ma part, par contre, historiquement, pour les débris spatiaux, et je me ferai agréablement corriger dans la salle si c'est faux, mais pour les débris spatiaux, un mathématicien était intervenu au tout début de la conquête spatiale pour expliquer que ça allait suivre une courbe exponentielle et qu'à un moment, ça allait poser problème. Mais bon, ça ne nous a pas empêché de les laisser. Bilan des courses, aujourd'hui, on a ce problème-là.
Merci beaucoup. Monsieur Rapp, c'est à vous, si vous nous entendez. Oui, avec grand plaisir. Est-ce que vous m'entendez cette fois? Parfaitement, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je me réjouis tout à fait de cette possibilité. Bonjour depuis l'autre grande ville de la région Occitanie, qui se trouve être aussi une des grandes capitales européennes du secteur spatial. Et bien évidemment, je vous redis combien je regrette de ne pas être physiquement avec vous, mais malheureusement, les emplois du temps sont ce qu'ils sont. Il n'est pas toujours facile de se déplacer, même entre deux villes qui sont très proches. Je me réjouis de cette quinzaine franco-allemande et je le fais en qualité de Français d'Alsace, puisque, comme mon nom l'indique, je suis originaire d'Alsace. Je suis donc originaire d'une région pour laquelle le couple franco-allemand est quelque chose de très important et l'avenir de l'Europe ne se fait qu'à travers la relation privilégiée, très amicale et maintenant très ancienne, au moins pour les gens de ma génération, entre la France et l'Allemagne. J'ai prévu des transparents, bien que d'origine alsacienne, je ne parle malheureusement pas allemand, j'ai prévu des transparents et ils sont en langue anglaise, de telle sorte que nos amis allemands pourront même, malgré les défaillances de la traduction, reconnaître un certain nombre de points sur lesquels je souhaiterais insister. Je parlerai, si vous le souhaitez, des aspects juridiques et je le ferai avec beaucoup de bonheur, mais je vais aussi parler des aspects économiques, puisque j'ai la chance de présider, de diriger une chaire d'entreprise que nous avons créée au sein de l'Université Toulouse-Capitole, qui s'appelle la chaire Sirius, qui est en fait un double partenariat entre deux belles institutions académiques, une grande université et une grande école de la région toulousaine, Toulouse Business School, et puis un partenariat entre le monde académique et le monde industriel, nos trois sponsors étant l'Agence spatiale nationale française, Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space. Vous pourrez naturellement vous renseigner sur nos activités, qui sont essentiellement des activités d'observation du secteur spatial, d'analyse d'un certain nombre de ses difficultés et surtout de ses avancées. Et vous pourrez consulter quelque chose qui est unique et dont nous sommes très fiers puisque nous venons de le relancer après l'avoir lancé une première fois. C'est le Space Legal Tech, qui est effectivement la première base numérisée de l'ensemble des textes relatifs aux activités spatiales. Il n'existait pas avant que nous le lancions un document de référence numérisé qui donne accès, comme nous le proposons désormais, qui donne accès à l'ensemble de l'encadrement juridique international relatif aux activités spatiales. Alors, comment se porte le secteur spatial? Eh bien, on peut dire que malgré la pandémie que nous venons de vivre et qui a affecté profondément l'économie terrestre, le secteur spatial n'a cessé de se développer. On l'évoquait à différentes reprises il y a un instant. Les chiffres qui viennent des rapports les plus récents sont tout à fait enthousiasmants. Vous les lisez avec moi, ce sont des chiffres publiés à la fin de l'été par Space Report, qui est une des grandes références statistiques internationales. Un accroissement des charges utiles de l'ordre de 3000% au cours des 5 dernières années, un accroissement de l'économie spatiale de près de la moitié, d'un peu plus de la moitié au cours des 10 dernières années, et puis une croissance assez significative des effectifs salariés, plus de 42% au cours des 10 dernières années. Tout cela, c'est en réalité le résultat d'un certain nombre d'évolutions profondes qui affectent l'industrie spatiale et sur lesquelles il faut brièvement revenir. Il y a 4 phénomènes qui modifient profondément actuellement l'industrie spatiale. Il y a d'abord eu cette vague de privatisation. Alors, quand on parle de privatisation, il faut être prudent. Ce à quoi on fait référence, c'est à une double privatisation. Une privatisation des constellations de satellites, des coopératives de satellites qui étaient des coopératives intergouvernementales, Intelsat, Eutelsat, Inmarsat, à la fin des années 70, au début des années 80, et qui a amorcé ce processus plus général de privatisation par l'entrée d'opérateurs privés dans le secteur spatial, et on en a évoqué un certain nombre depuis le début de notre conversation. Il y a un deuxième phénomène qui est très important, c'est le fait que l'infrastructure spatiale n'est plus l'alpha et l'oméga de l'industrie spatiale. Il y a aussi toute la dimension des services, et l'on découvre jour après jour que l'espace peut apporter un certain nombre de services très innovants, très utiles sur le plan terrestre, depuis la météo que l'on évoquait tout à l'heure, jusqu'à
à des services plus sophistiqués qui sont fournis, par exemple, dans le domaine du transport, de la logistique ou dans le domaine de l'agriculture. Le troisième phénomène, c'est ce phénomène de commoditisation. Le mot n'est pas optimal sur le plan de la langue française, mais c'est du franglais qui permet de dire ce que l'on veut dire, c'est-à-dire qu'au fond, l'espace tente à devenir quelque chose qui est accessible. Accessible notamment à des institutions comme celles dont vous avez visité les installations et qui sont chères à mon cœur. Ce sont effectivement toutes ces universités qui travaillent sur des objets spatiaux d'un type nouveau, tout petits, et qu'elles font lancer dans des conditions qui deviennent désormais parfaitement accessibles à leur capacité financière. Au fond, un grand nombre de ces startups, dont on reparlera, prennent des produits sur l'étagère et fabriquent ou conçoivent des services ou des produits nécessaires à l'avancée des technologies spatiales qui sont très innovants, et tout cela se fait dans des conditions qui sont tout à fait étonnantes quand on pense à l'origine des éléments sur lesquels s'appuient ces nouveaux modèles industriels. Et enfin, ce vers quoi on va, et qui est déjà une réalité, c'est la dématérialisation des activités spatiales, au sens de l'importance de ces données d'origine spatiale dont la croissance est tout à fait déterminante et qui entrent désormais, grâce aux techniques de traitement, grâce à l'intelligence artificielle, qui entrent dans la fourniture de services relativement innovants et qui vont jouer sans doute aux côtés des réseaux terrestres, notamment des réseaux 5G, un rôle tout à fait éminent de ce que l'on appelle l'Internet des objets, c'est-à-dire la mise en relation d'objets de nature très diverse, depuis la robotisation des entreprises jusqu'à la domotique dont on décrit très souvent et complaisamment les éléments. Et tout cela apporte dans le secteur spatial un certain nombre d'acteurs tout à fait nouveaux que l'on ne connaissait pas et vis-à-vis desquels on est souvent en difficulté parce qu'on a du mal à les situer, parce que le secteur spatial, c'était l'affaire des États, c'était l'affaire des budgets publics, c'était l'affaire des grands opérateurs, et que l'on voit émerger tout un ensemble d'entreprises. Ce qui caractérise ces entreprises, parce que le phénomène des startups n'est pas propre au secteur spatial, ce qui les caractérise dans le secteur spatial, c'est la rapidité avec laquelle on passe d'un concept technique ou d'un concept industriel à une réalité industrielle, à un business model. Et cette rapidité est tout à fait étonnante. Vous avez un tableau dans la partie droite du slide que je vous projette qui met en évidence dans un certain nombre de domaines industriels quelques entreprises qui n'existaient pas il y a 4-5 ans et qui aujourd'hui ont le statut de licorne, c'est-à-dire qu'elles ont un statut à la fois industriel, financier, économique tout à fait respecté. Les prochaines révolutions que nous allons connaître sont essentiellement les suivantes. Il est certain que l'abaissement des coûts et donc l'accessibilité des activités spatiales va s'accroître. Et une fois encore, le rôle que les universités jouent et le rôle qu'un certain nombre d'opérateurs de très petite dimension occupent désormais dans le secteur spatial en est la meilleure manifestation. Il y a assurément devant nous aussi une conquête tout à fait exceptionnelle, celle de l'espace proche, avec cette particularité que, comme dans l'espace, il n'y a pas de frontières, et on pourra revenir sur ces questions, que l'on n'a pas tracé exactement le point à partir duquel on peut parler d'espace extra-atmosphérique, et qu'il n'y a pas de limite dans l'espace extra-atmosphérique entre ce que l'on appelle l'espace proche et l'espace profond, le deep space. Il est certain que tout le travail qui est fait dans le domaine de l'exploitation des activités spatiales et tout ce qui est entrepris sur le plan de l'exploration va produire la découverte de nouveaux espaces qui seront exploités. Et ce que l'on fait entre 100 et 500 km aujourd'hui, on va pouvoir le dupliquer entre 500 et 1000 km jusqu'à cet espace orbital que l'on connaît bien et qui correspond donc aux satellites géostationnaires. Les méga-constellations, on peut en dire ce que l'on veut et on peut naturellement être très critique à l'égard de ces constellations, comme au contraire très, très enthousiastes, vont apporter leur lot d'innovation.
parce que d'ores et déjà, elles apportent un double découplage qu'il est très intéressant de regarder, un découplage de l'infrastructure spatiale, elle était essentiellement publique, elle devient privée, et surtout un découplage de l'industrie, parce que autour de ces constellations se construit toute une industrie proche et moins proche, je pense en particulier à tout ce que l'industrie de l'assurance spatiale est en train d'intégrer pour venir en aide aux futures constellations qui devront avoir des taux de résilience tout à fait exceptionnels. Et enfin, la révolution que l'on attend, nous, Européens, c'est évidemment une réponse européenne digne de ce nom. Alors, face à ces constellations qui sont toutes américaines, on a tendance à invoquer les projets récents, le Digital Market Act, et à se demander si ces plateformes, ces gatekeepers que l'on dénomme dans ce projet de règlement vont inclure les constellations spatiales. Pour l'instant, ce n'est pas très explicite et peut-être faudra-t-il insister sur un Space DNA. On attend peut-être une réponse industrielle avec une constellation européenne qui pourrait, à la manière dont Galileo a répondu au système GPS américain, qui pourrait constituer la bonne réponse de l'Europe. Et puis, bien évidemment, on attend tout un effort de nos organes de régulation de marché, notamment sur le terrain de la concurrence. Il faudra surveiller, comme on le fait déjà avec les plateformes, il faudra surveiller les opérateurs de ces grandes constellations de satellites, qui, une fois encore, sont tous américains et posent évidemment, ou ils seront peut-être tous demain chinois, et posent un certain nombre de questions importantes. Je vous le disais, l'une des caractéristiques de l'économie du secteur spatial aujourd'hui, c'est l'émergence de ces startups. Depuis le début des années 2000, on en dénombre 400 qui sont viables et qui ont affirmé leur existence sur le marché international. Et on peut dire sur ces 400 entreprises que 35% sont financées par le secteur privé. On évoquait tout à l'heure le partenariat public-privé et la nécessité d'un financement public pour attirer les capitaux privés. C'est tout à fait vrai, mais le secteur financier privé prend une importance déterminante dans le financement de l'industrie spatiale internationale, et ceci est effectivement tout à fait exceptionnel. L'une des caractéristiques de l'évolution de l'économie spatiale, et c'est une des caractéristiques, vous allez le voir, qui produit des effets juridiques, c'est cette transformation profonde du marché des activités spatiales. On s'était habitué à l'existence de deux segments. On pensait qu'il y avait un premier segment qui est le segment Terre-Espace et qu'il y avait un second segment qui était le segment Espace-Terre. Terre-Espace, c'est toute l'industrie de la conception, de la fabrication, du lancement, de la mise en orbite des satellites. Et puis le segment Espace-Terre, c'est évidemment tous ces services qui vont de la radio, de la télévision, de la téléphonie, jusqu'à l'observation de la Terre. On vivait sur cette certitude qu'il n'y avait que deux segments. Aujourd'hui, et notamment avec le lancement des premières constellations, des premiers satellites de ces méga-constellations qui vont sans doute changer assez profondément la donne, on voit naître un troisième segment, qui est le segment espace-espace. Et sur ce segment, qui correspond à ce qu'on appelle la fourniture de services en orbite, on voit se multiplier un certain nombre d'initiatives industrielles qui risquent effectivement de transformer profondément l'économie du secteur spatial. Alors, cette situation se passe dans un contexte, et je rejoins ici des considérations juridiques, et peut-être vais-je m'arrêter là pour permettre à la discussion de s'installer. Tout cela survient dans un contexte qui, ne serait-ce que sur un plan géopolitique, est caractérisé par un certain nombre de graves défaillances. La première défaillance tient au fait que, au fond, on assiste à l'installation durable, semble-t-il, d'un duopole américano-chinois avec effectivement cette double domination qui s'inscrit notamment dans le cadre de la conquête de la Lune et du développement d'initiatives dans le domaine de la Lune, qui aussi se traduit par la mise en désuétude de la Station spatiale internationale et la montée en puissance de stations spatiales chinoises. C'est un vrai sujet pour nous, Européens. Si nous ne sommes pas le troisième larron, on risque effectivement de se retrouver dans une conjoncture qui sera très écrasante, très étouffante pour ce qui nous concerne.
La deuxième caractéristique, c'est précisément cette arrivée de fonds privés qui sont abondants et qui considèrent l'espace comme un terrain très attractif. Et l'une des manifestations de l'attractivité du secteur spatial, c'est la multiplication de ce qu'on appelle les SPAC dans l'espace. Le SPAC, c'est un véhicule juridique qui permet, à partir d'une coquille vide que l'on introduit en bourse, de promettre à des épargnants qui investissent dans cette coquille l'acquisition d'une start-up prometteuse. Et le plus souvent, les SPAC qui sont créés sont des SPAC qui bénéficient à l'industrie spatiale. Et donc, l'arrivée en masse de ces capitaux privés risque de bouleverser assez profondément la donne dans un secteur où l'on a besoin de la présence des acteurs publics, des fonds publics et des grands opérateurs que l'on indiquait tout à l'heure. Le troisième élément qui bouleverse assez sensiblement la situation, c'est que notre système juridique international a été conçu à la fin des années 60 dans un contexte géopolitique qui n'était pas exactement celui que nous connaissons, encore que nous vivions le début d'une nouvelle guerre froide entre les Américains et les Chinois. Et donc, ce contexte a permis l'élaboration de textes qui ne sont plus exactement en harmonie avec les réalités du moment. La grande question est précisément celle de l'appropriation de ressources d'origine spatiale. On sait aujourd'hui que les traités s'y opposent. En sanctuarisant l'espace, on a évidemment, à un moment donné de l'histoire, oublié que l'espace pouvait un jour faire l'objet d'exploitation commerciale et notamment d'une appropriation par des opérateurs privés. Et évidemment, les désaccords entre notamment le gouvernement américain et la communauté spatiale internationale sur la possibilité ou l'absence de possibilité d'exploiter des ressources spatiales est la meilleure des manifestations de l'inconfort juridique dans lequel on est. Et puis, on en voit de plus en plus d'hommes dans l'espace, d'hommes et de femmes, bien sûr. Le développement du tourisme spatial risque de changer profondément la donne. Et au fond, la présence des humains dans l'espace est aussi une manière de défi pour l'ensemble de ceux qui s'intéressent au secteur spatial, parce que les uns vont rêver en parlant de transhumanisme et d'autres vont très simplement se poser la question de la protection de ces individus, de la responsabilité, des régimes de responsabilité internationaux, des questions relatives à la faute et au risque. Qui n'a pas songé, lorsque l'on a vu s'envoler au début de l'été ces deux vols de tourisme et plus récemment les 3 jours ou 4 jours de tourisme initiés par Elon Musk, qui n'a songé à cette théorie de l'acceptation du risque, quand on est juriste évidemment. Est-ce que ces gens-là sont protégés? Est-ce que s'il arrive un accident, leur famille a la certitude qu'ils pourront exprimer leur volonté de les voir revenir sur Terre? Tout cela est une source de difficulté très importante, n'est pas réglée par le droit spatial international, encore moins par le droit spatial national. Et nous avons, nous juristes, de très fortes interrogations sur ce cadre juridique international. Mais j'ai beaucoup parlé, peut-être est-il venu le moment de discuter et de répondre aux questions qui peuvent se présenter. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions dans la salle par les intervenants? Tout de suite. Sur l'aspect juridique, vous avez mentionné l'aspect des ressources, qui est un sujet qui revient de plus en plus. On sait que la Chine le mentionne assez souvent, notamment le fait d'aller récupérer de l'hélium, ce qui est discutable, mais ce qui est quand même souvent mentionné. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le cadre existant et qu'est-ce qui s'oppose ou qu'est-ce qui ne s'oppose pas justement à aller récupérer des ressources sur la Lune ou sur un autre astre? Alors, le cadre existant est dominé par, je dirais, trois éléments importants. Le premier, vous le savez, le cadre existant, c'est le traité de l'espace de 1967 et l'article 1er du traité de l'espace sanctuarise l'espace, le traite, on le rappelait tout à l'heure, comme l'apanage de l'humanité, dans le but de protéger l'ensemble des nations, pas simplement les nations qui sont des nations spatiales, mais aussi toutes les nations qui n'ont pas accès à l'espace et qui voudraient pouvoir bénéficier de ces ressources. Et donc, nous avons là un premier principe qui est très important.
Deuxième élément contenu dans le traité, c'est un mécanisme de régulation qui repose sur les États. Le principe est très simple. On a responsabilisé les États, on leur a demandé d'organiser leur propre marché d'activité spatiale et d'assumer la responsabilité de régulateur vis-à-vis de la communauté internationale, de telle sorte que lorsqu'un État devient ou accepte d'être l'État de lancement, qu'il immatricule des satellites, par exemple, eh bien, il assume vis-à-vis de la communauté internationale l'ensemble des responsabilités qui résultent de son statut de régulateur international. Et tout cela se fait, et c'est le troisième principe, à travers des mécanismes de licence, d'autorisation qui sont délivrés par les États, plus exactement par des agences nationales, dans des conditions qui sont de plus en plus regardantes, de plus en plus contraignantes pour les opérateurs, puisque en France, on a la superposition de trois textes. On a la LOS, la loi relative aux opérations spatiales. On a des décrets d'application de la LOS qui fixent le régime des organes de régulation, et notamment du CNES. Et puis, l'on a ce que l'on appelle le règlement technique, c'est-à-dire que l'on a un certain nombre de contraintes techniques que l'on va imposer aux opérateurs. Et ces contraintes techniques incluent donc des contraintes sur leur comportement lorsqu'on lance des satellites, sur la fin de vie du satellite, ou lorsque l'on procède à l'extraction de ressources naturelles sur un corps céleste, eh bien, des contraintes sur l'activité elle-même, sur les conditions de l'entreposage international, sur les modalités dans lesquelles Donc, c'est dans ce schéma que se nouent aujourd'hui les éléments, avec cette particularité que l'on vit à un moment qui est assez particulier. Il y a une vraie compétition entre les États dans l'élaboration des lois nationales. Ces lois nationales viennent compenser les vides ou le vide des traités existants. Et donc, les entreprises privées qui se développent pratiquent ce qu'on appelle le forum shopping, c'est-à-dire qu'elles vont dans les États qui ont le régime juridique le plus attractif pour elles, c'est-à-dire le moins contraignant, pour faire simple. Donc, la situation actuelle est très simple. Il y a des États qui ont affiché à la remorque des Américains leur volonté de développer et de donner des autorisations à des sociétés qui exploitent ou qui se promettent d'exploiter des ressources sur des corps célestes. Et par conséquent, ces États s'efforcent d'attirer l'essentiel des industriels qui sont intéressés. Alors, pour prendre cet exemple, en Europe, nous avons le Luxembourg et l'Italie qui ont fait fausse route, plus exactement, qui ont faussé compagnie aux autres États européens qui tenaient bon et qui ont donc signé les accords Artemis sur la Lune, qui, dans ces conditions, considèrent, après les Américains, que l'on peut exploiter librement des corps célestes et leurs ressources. Et puis, vous avez des États qui restent fidèles à une position qui est celle des traités, c'est-à-dire qu'on sanctuarise les activités spatiales et qu'on les exploite dans l'intérêt de tous. Merci beaucoup. Alors, on est un petit peu en retard sur le planning, ce qui arrive dans le spatial. Je vais du coup me permettre de conclure. On a fait un beau tour d'horizon de ce qui se passe à l'heure actuelle et on a mis, je pense, en lumière pas mal des défis qui sont à venir. Je vais me permettre de remercier tous les intervenants pour leurs interventions et m'excuser pour les petits problèmes techniques qui arrivent. Et je remercie tout le monde et je vous souhaite une bonne fin de journée.